Je me dis, si j'avais pas fait cette expérience-là, je n'aurais pas cette skills-là, en fait. Tu peux être bon techniquement, excellent techniquement, mais si tu n'as pas ces soft skills, tu ne pourras pas vraiment passer les gestionnaires très rapidement. Développeur qui développe des outils parce qu'il veut le faire techniquement et non pour le business. Au moment où on voulait dissoudre l'entreprise, le montant total qu'on avait dans notre caisse était 17 millions. Alors, salut à tous, salut Aziz, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 7e épisode de Build from Africa. Cela faisait 1 mois et demi que je n'ai plus fait de podcast. Alors, c'est dû à des problèmes de santé. Maintenant, je vais beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, d'un sujet vraiment assez concret. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de parcours, on va parler d'échecs. Voilà, souvent on ne parle pas d'échecs dans les podcasts, donc aujourd'hui on va parler d'échecs et d'expérience. Alors, nous avons parmi nous aujourd'hui un invité qui s'appelle Aziz. Il va se présenter rapidement, on va essayer de voir qui il est, ce qu'il fait aujourd'hui, etc., etc. Alors Aziz, si tu peux te présenter rapidement. Et bonjour Jacob et merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ok, je suis Aziz Forez Sovimi et je suis développeur de formation et actuellement j'exerce en tant que développeur dans une boîte fintech de la place au poste de CTO. Et je viens de clôturer, je vais dire, mes 6 ans d'expérience dans le domaine du développement logiciel. Donc, entre-temps, j'ai aussi fait d'autres boîtes qui ne sont pas forcément dans la fintech, toujours au poste de développeur. Donc, j'ai beaucoup plus évolué dans des postes d'ingénierie logicielle, de développement web, de développement mobile, jusqu'à ce niveau où je suis actuellement. Ok, d'accord. Quand je lisais un peu ton profil, les informations que tu m'avais envoyées, j'ai été surpris de voir que tu as intégré l'université en 2017. Moi, je te voyais genre, bon, je ne connais pas ton âge, mais on va peut-être pas en parler ici, mais moi, je te voyais peut-être c'est pas, plus grand en fait. Donc, j'étais surpris de voir 2018. Est-ce que tu avais d'autres expériences avant ça? Ou bien c'est la vie, les péripéties qui t'ont poussé à commencer l'université à cette année-là? Ce sont les Africains qui aiment cacher leur âge. Hein. Je suis mais quand on me voit comme ça, ce n'est pas toi seul. Beaucoup de gens me disent que tu as l'air de quelqu'un qui est trop mature. Enfin, mais en vrai, il me reste encore 3 ans pour avoir 30 ans. Donc, je suis encore très jeune, quoi. Donc, j'ai 27 ans cette année. Donc, ce qui fait que beaucoup pensent quand même que je suis jeune. Bon, je suis vieux. Je discute avec certaines personnes et c'est après ils se constatent que tu as 25 ans, attends, tu es vraiment jeune, tu es vraiment jeune. Tu vois, donc, je suis entré à l'université en 2018, juste après le bac. Je n'ai pas fait d'autres expériences avant ça. Et j'ai fait les 3 ans pour avoir la licence. Et voilà. Ok, bon, en fait, ça m'avait intrigué, donc je voulais quand même un peu clarifier ça moi-même dans ma tête pour que ça aille bien. Alors, c'est donc tu es en train de faire 6 ans d'expérience maintenant. Décris-moi un peu ton parcours professionnel. Comment tu as passé ces 6 ans pour arriver au poste de CTO? Parce que souvent, le poste de CTO, c'est un poste avec beaucoup de responsabilités, qui nécessite beaucoup de maturité. Bon, déjà, toi, tu es mature quand tu es au fond, c'est que tu es quelqu'un de mature. Beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Comment ça s'est passé pour que tu puisses arriver à ce poste-là de responsabilité au bout de 6 ans d'expérience? Ok, bon, c'est une grande question qui regroupe beaucoup d'étapes, beaucoup de challenges personnels, de rebondissements, comme tu le disais là. Donc, pour commencer, juste après le bac. Donc, d'abord, il faut dire que je fais partie des gens où déjà, quand on était en 5e, 6e, on touchait déjà à l'ordinateur, on bricolait déjà des choses. Ouais, on allait sur YouTube dans le temps, aller voir des tutoriels pour essayer de faire des choses. Donc, j'avais déjà ce goût-là de l'informatique, même avant d'avoir le bac. Donc, juste après le bac,
dans mon quartier, entre les potes, tout le monde cherchait quoi faire. Mais moi, chez moi, à la maison, tout le monde savait que Aziz allait prendre le chemin de l'informatique. Parce que on me voyait déjà à la maison, je bricolais trop de choses, voilà, à gauche, à droite. Donc, c'était plus une question à se poser. On sait que le gars, là, on le met en informatique et il va faire son cursus normal, quoi. Parce que c'est un truc qui me passionnait. Donc, juste après la première année, j'avais eu la chance aussi de faire une école entrepreneuriale dans le temps qui s'appelait VET UAC sur le campus. Je sais pas s'il y a des gens qui reconnaissent cette école. Je pense qu'après, ils ont eu des problèmes avec le gouvernement. L'école a été suspendue. Mais en fait, c'était une école où on t'apprenait à en même temps être le développeur que tu veux être, enfin, l'ingénieur que tu as envie d'être, mais aussi on t'enseigne la fibre entrepreneuriale pour que tu puisses créer les choses par toi-même et ne pas attendre forcément euh, que tu puisses terminer ton cursus, déposer les CV et être recruté. Donc, on nous encourageait en fait à monter notre start-up déjà en deuxième année. Ce qui a fait qu'en deuxième année, nous sommes en 2020, 2019, 2020, avec des amis. Donc, on était au nombre de 3. Il y a un ami à moi, une dame qui était une amie au groupe et moi, les 3, on avait créé une société qui était enregistrée légalement. Ce n'était pas un start-up juste pour s'amuser, qui était enregistré légalement en tant que SARL avec un capital de, voilà, pour ne pas... Non, en fait, nous sommes sur une chaîne sérieuse. On aimerait savoir où est-ce que les étudiants ont pu trouver cet argent. Si tu veux, j'ai l'impression que le capital est un peu conséquent. Donc, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Comment les étudiants, où est-ce que les étudiants ont pu trouver l'argent là, à cette époque? Okay. Dans la suite, Ok, d'accord. Bon, voilà, juste après avoir créé notre société, on a vraiment commencé les activités sur le terrain, que ça soit en ligne, sur le terrain et tout. Ce qui a, à un moment donné, on a dû même recruter parce qu'il y avait tellement de sujets sur lesquels on devait se pencher. Donc, on avait jusqu'à 5 employés. 5 employés, on a fait 3 ans ensemble dans cette entreprise-là. Donc, vous voyez, donc, juste après la première année, on a déjà créé quelque chose qui a duré 3 ans. 3 ans. Et c'est après la licence, on a encore continué pendant 1 an avant que, voilà, il y ait des crises au sein du groupe, ce qui arrive souvent aux cofondateurs. L'entreprise n'a pas pu résister à ça. Il y a une rupture, on a dissous l'entreprise, chacun a pris son chemin. Aujourd'hui, on est en de bons termes, on discute tous, voilà. Mais c'était un fait qui, moi, personnellement, m'avait marqué. Parce que quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, on se pose énormément de questions. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que c'est moi j'ai mal fait? Est-ce que je devrais mieux me remettre en question sur ce point? Enfin, il y a plein de doutes, plein de questions qu'on se pose et si tu ne sais pas faire, c'est de l'auto-sabotage même à un moment donné. Donc, après tout ce moment de rétrospection, de questionnement et tout, moi, j'ai décidé pendant cette période-là de pouvoir me lancer à mon titre, en entreprise individuelle. Genre, je ne travaille plus pour quelqu'un, mais j'ai évolué seul en freelancing et je gagnais mes projets et je travaillais là-dessus. C'était aussi le moment où, personnellement, j'avais décidé de quitter les parents. De quitter mes parents et d'aller louer quelque part, rester moi-même, payer le loyer. Je me rappelle que quand je disais ça à mon père pendant la période-là, il me disait, mais attends, comment tu vas quitter la maison? Comment tu vas quitter la maison alors que j'ai des locations, j'ai des amis qui disent, bon, attends, si ton fils a besoin d'être seul, mais tu lui donnes une de tes maisons, il reste là-bas. Mais pourquoi il ira louer? Bon, moi, j'avais pris la décision, en fait, de sortir de la maison afin de pouvoir me mettre la pression qu'il faut, le choc qu'il faut, afin de, voilà, dans cette période-là, il faut dire, je passais la plupart de mon temps, pour ne pas dire 24 sur 24, 7 jours sur 7, dans ma chambre devant mes ordinateurs à travailler. À un moment donné, ça soulevait beaucoup de questions dans la maison. Est-ce que c'est pas un Gaïman? Est-ce que c'est pas le directeur qui est le gars à côté de moi? Il y a un moment de travail énorme qui m'a vraiment construit. Et c'est un truc qui
qui représente aujourd'hui une force pour moi. Pouvoir rester seul, s'éloigner de tout, prendre du temps, se poser les bonnes questions, travailler sur soi et rebondir, c'est un truc qui est aujourd'hui dans ma routine très souvent. Donc, pendant cette période-là, j'ai travaillé sur énormément de projets, que ça soit au Bénin, sur des projets en France, en remote. J'ai travaillé sur pas mal de choses. Et juste après ça, j'ai décidé, à un moment donné, de dire, écoute, gars, tu passes toute la journée dans la chambre. Tu n'as même plus de contact avec des gens au dehors. Je ne sortais presque plus. Je n'allais pas à un événement. J'étais tout le temps là. Ce qui, à un moment donné, posait un problème de, si tu continues comme ça, tu auras des problèmes de communication, d'interaction, d'intégration dans la vie réelle. Et j'ai décidé, de postuler à d'autres postes en présentiel afin de pouvoir quitter ma maison, aller dans une entreprise, rencontrer des gens, discuter, collaborer. C'est dans ce sens-là que, je pense, en 2023-2024, j'ai postulé à un poste à Cotobeney. Voilà, Cotobeney qui est dans l'énergie solaire, un peu à l'instar de Engie. Je sais pas si vous connaissez. Non. Donc là, j'avais occupé le poste de développeur solutions numériques. C'est un poste qui m'a pas forcément appris de nouvelles choses de façon technique, mais qui m'a enseigné énormément en termes de structuration d'entreprise, structure de projet, comment communiquer, comment présenter des chiffres, comment écrire des spécifications. Enfin, tous ces petits soft skills-là que les développeurs ne voient pas forcément et qui foncent dans le code. Ce poste-là, c'était pas de foncer dans le code, mais c'était de comprendre le besoin des utilisateurs. C'était de comprendre comment chaque système devrait fonctionner pour produire le résultat qu'on attend. Donc là, j'étais en communication avec des équipes qui voulaient des outils et je devrais en fait produire des outils, peu importe la technologie, pour pouvoir les aider. Et on parle d'une entreprise qui était présente dans 3 pays avec des besoins complètement différents au niveau de chaque groupe. Et des équipes qui ne se connaissent forcément pas, qui ne connaissent pas en fait, telle personne ne connaît pas le problème de l'autre. Du coup, tu devrais créer un truc qui répond à tout le monde à la fois. Et en même temps, la chance que moi j'ai, et que tout le monde n'a pas peut-être, c'est de rencontrer des patrons, des managers qui ont il y a, en fait, ils ont la main ou la capacité, voilà, à sortir le meilleur de toi, à te pousser à produire le résultat le plus potable possible. Donc, c'était un poste où j'avais un manager très où il arrive à tirer le meilleur de toi. Exactement. Donc, il m'a appris des choses que je ne savais pas du tout. Il m'a fait voir en fait des défauts que j'avais, que moi-même j'y aurais. Et là, j'ai fait le lien entre tout, le passé, tout ce qui s'est passé, l'ancienne entreprise, tout ça. Et je me dis, gars, c'était bien possible que vous ayez du résultat, que vous travaillez ensemble. Mais puisque vous n'aviez pas entre-temps ces genres de compétences, de fibres, il fallait que cet événement puisse venir. Et pendant cette période, je me disais, bon, écoutez, c'était même une bénédiction, le fait qu'on a dû arrêter l'entreprise et que chacun aille faire son expérience. Parce que ça m'a appris énormément de choses que je ne pouvais pas apprendre forcément dans la boîte. Question. Donc là, j'ai continué avec ce poste-là, challenge sur des challenges, bien sûr, des défis sur des défis, apprendre à chaque fois à mieux faire, à se poser les bonnes questions, à servir des utilisateurs capricieux, si on peut le dire comme ça. Et juste après ça, à un moment donné, j'ai décidé, en fait, de changer d'entreprise. Pas parce que là où j'étais mal payé, non. Pas parce que là où je n'avais plus de challenge, non. Mais parce que j'avais besoin d'approfondir mes acquis, d'expérimenter plus mes acquis en termes de développement logiciel et tout le reste. Donc, ce qui a fait que pendant ce bref temps-là, j'ai pris au moins 2 ans pour enregistrer une nouvelle entreprise légalement qui me permettait de travailler sur certains projets en tant que consultant.
et en tant que développeur. Donc, ce sont des choses qui m'ont permis de prendre des projets assez complexes, que ça soit techniquement, et des projets qui m'ont permis de développer la communication de façon vraiment professionnelle, aller présenter des plans d'action, aller présenter des spécifications techniques, pas à une personne en particulier, mais à une organisation, à une structure. Donc, ce sont des choses, en fait, que j'ai appris énormément pendant cette phase-là, où là même, j'ai dû recruter à nouveau à mon propre compte 2, 3, 4 développeurs qui allaient travailler pour moi. Et pour ça, il faut gérer l'équipe, te gérer toi-même, gérer les projets. Et en même temps, j'étais en poste. J'étais en poste pendant cette période-là. Ce qui fait que j'ai eu, à un moment donné, cette capacité-là de gérer mon temps à bon escient. Là, tu as du résultat à délivrer à ton poste. Tu as du résultat à délivrer sur les projets que ton entreprise onboard. Tu as une équipe à diriger. Donc, faire le tout à la fois pendant une journée, c'était pas évident. Il fallait être vraiment discipliné. Il fallait savoir où tu mets les pieds. Il fallait savoir comment tu communiques, être vraiment précis. Donc, c'est pendant cette période-là que j'ai vraiment forgé mon caractère sur comment je me tiens devant un challenge quand les objectifs ne sont pas atteints, comment je les justifie et tout ça. Et donc, on était dans ce train de vie-là on ne dort pas, on travaille tout le temps. Jusqu'au jour où j'avais postulé il y a très, très, très longtemps dans une entreprise où j'ai bien passé toutes les étapes. Mais au final, on ne m'a pas rappelé. J'ai dit, OK. Bon, pour une raison quelconque, mais bon, moi, je sais ce que j'ai délivré, mais je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas rappelé. Peut-être qu'il y a eu un dans le groupe qui était plus fort que moi. Du coup, j'ai laissé ça couler normalement. Mais j'étais là un jour, mon téléphone sonne, je n'ai pas postulé à quelque chose dans l'entreprise à nouveau. Mais c'était le RH de l'entreprise qui m'appelle après 1 an, 2 ans, 3 ans même. Elle me dit qu'il voudrait me prendre en entretien, que je devrais venir avec mon ordinateur. Donc, quand j'ai reçu l'appel, bon, j'ai dit, OK, que je viendrai. Mais le truc, c'est que je ne comptais pas partir parce que j'étais déjà parti une fois. Vous m'aviez fait un entretien. Je n'ai pas eu de suite. Vous m'aviez rappelé cette fois pour un autre entretien. L'autre fois, là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'ai pas eu d'explication là-dessus. Du coup, je n'ai pas aidé. Quelques temps après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, OK, qu'on va faire l'entretien. Et que cette fois, c'est pas l'entretien technique, mais c'est beaucoup plus discuter avec la personne que j'étais, mieux me connaître. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit, OK, on fait l'entretien. Je me rappelle que le jour-là, j'étais même encore au travail. On a fait l'entretien en vidéoconférence, on s'est présenté, chacun s'est connu. Donc, j'ai décidé finalement, ce qu'ils m'avaient proposé, tout ce qu'ils m'ont proposé pour pouvoir rejoindre la boîte m'intéressait, c'était intéressant. Donc, j'ai rejoint la boîte. Et après, mon premier projet quand j'étais entré dans cette boîte-là, c'était vraiment du développement logiciel côté application mobile et du développement back-end. Donc, je suis resté à ce poste-là pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il y a eu un recrutement interne où ils voulaient recruter pour un poste de CTO en interne. Et là, je postule, je suis tout le processus et pour sélectionner le CTO en interne là. Et au final, je pense qu'ils ont porté le choix sur moi et j'occupe actuellement ce poste dans cette entreprise. Donc, comme tu peux le constater, j'occupe actuellement ce poste et tout le système que j'avais mis en place personnellement pour pouvoir aborder des projets est toujours en cours aussi. Donc, OK, je vois. Vraiment intéressant ton parcours. Là, tu as vraiment tu nous as vraiment montré de façon générale ton parcours de 2018 à 2026. Alors, moi, j'aimerais faire en fait un focus sur le côté entrepreneuriat. C'est ça qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un étudiant à vouloir se lancer très tôt dans l'entrepreneuriat? Quels ont été tes soifs à toi? Toi, en tant qu'Aziz, c'était quoi tes soifs? Est-ce que tu voulais être millionnaire, milliardaire? Tu voulais changer le monde? Tu avais quoi comme soif? Et qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure? Et autre chose, c'est que souvent, aujourd'hui, quand on se lance, on n'a pas souvent... On arrive... Enfin, quand on se lance,
on n'arrive pas souvent à se régulariser très tôt. Moi, par exemple, avec EPOSkills, par exemple, je ne suis toujours pas encore réglo. Je n'ai pas encore une entreprise EPOSkills qui existe physiquement, du moins, je ne suis pas encore déclaré. Par exemple, je vais le faire cette année. Mais toi, par exemple, en tant qu'étudiant, c'est vrai que tu as suivi une formation, mais c'était quoi, en fait, tes soifs qui t'ont poussé, au fait, à basculer dans ce schéma-là? Ok, si ma soif était l'argent, je pense qu'il y a plein d'autres moyens de gagner l'argent plus rapidement que de faire l'entrepreneuriat, selon moi. Et le peu de temps que je suis en train de faire là-dedans, je vois que c'est même plus complexe même de faire l'entrepreneuriat pour devenir riche, à mon avis. À mon avis. Sur le long terme, oui, c'est possible, mais sur le court terme, si tu veux être riche, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Moi, il y a un truc qui me drive tout le temps. J'ai envie de contribuer, en fait, à la vie des gens en créant des outils, des solutions pour les aider. C'est un truc qui m'a toujours drivé depuis la base. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, arrêter d'être en fait celui qui envoie des projets. Il y a actuellement, si tu dois être développeur et vivre comme ça, mais bon, tu cours vers ta pète en fait. Donc moi, ce qui me motive le plus, c'est je veux créer des solutions où j'ai des utilisateurs qui les utilisent, ça les aide et pour ça ils me payent. C'est ce qui me permettra à moi de construire ma réputation, d'avoir en fait cette satisfaction ok, j'ai quelque chose en fait qui aide les gens actuellement. Et dans tout ce que je fais, moi je pense toujours grand. Je ne pense pas faire un truc pour Cotonou, pour Abomey Calavi, pour Bénin. Non, c'est pour ça. Tu vas constater que au départ, quand on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, on a commencé par la création de l'entreprise. C'est vrai que avec les idées qu'on a reçues, c'est un processus qui peut sembler être complexe, mais ça n'a pas du tout de complexité. Et si tu n'es pas enregistré légalement, comment est-ce que tu vas en fait travailler sur l'entreprise.bj? Là-bas, tu peux déjà créer ton entreprise en ligne sans même avoir à aller quelque part pour prendre un papier. Tu le fais en une journée rapidement et on te sort tous les documents qu'il faut pour ton entreprise. Et ça ne coûte en plus rien. Mais après, il faut bien se renseigner sur tout ce qui est fiscalité. C'est là que le bas blesse. Ouais. Ouais. Et au fait, ça, c'est quelqu'un qui me l'avait dit dans l'un de mes calls. Il me disait que quand tu es enregistré, au fait, tu peux même postuler pour les marchés publics. Tu peux faire la publicité à la télévision. Au fait, tu as un champ beaucoup plus large que quelqu'un qui n'est pas déclaré. Quand tu n'es pas déclaré, tu te caches. Mais quand tu es déclaré, tu as la possibilité d'exploiter tous les canaux de communication, légal ou illégal. Bon, tout est légal, hein, mais quand même, tu as une force de frappe beaucoup plus importante que celui qui n'en a pas. Tu peux peut-être aller à la radio et à la télévision, parler de ton projet. Et si l'État lance des projets, tu peux postuler parce que on te connaît, on sait que tu es une entité, une structure et tout. Oui, exactement. Et au Bénin, c'est tellement facile de le faire. Quand tu as les bonnes informations, moi, j'avais une stratégie dans le temps que j'avais adoptée pour la première entreprise là. Aller sur LinkedIn, rechercher des gens qui travaillent dans tout ce qui est comptabilité dans des entreprises, tout ce qui est plan juridique dans les entreprises, et vous discutez avec eux en tant qu'amis. Je veux créer une salle. Qu'est-ce que ça implique en côté fiscalité? Ils vont vous dire combien vous devez payer, quels sont les... Il y a même, je pense, la première année, on n'avait pas payé la totalité des impôts parce que on était exonéré, vu qu'on était une jeune entreprise. On était exonéré sur certains points. Ce qui nous a vraiment arrangé la première année, la deuxième année également, et même la troisième année. Donc, en fait, l'environnement, surtout au niveau des starters, de tout ce qui est salle et établissement, il y a beaucoup d'exonérations pour les débuts, pour vous encourager, en fait, la personne à aller, voilà, beaucoup plus en avant et que la fiscalité ne le plombe pas. Donc, ce sont des possibilités à explorer. Donc, pour résumer, ce qui me drive, c'est beaucoup plus de créer des solutions qui vont aider un grand nombre de personnes que d'être fait à travailler sur des projets commandités. Et même là où je travaille, partout où j'ai travaillé, ça a été mon choix
ça a été ce qui m'a permis, en fait, de choisir l'entreprise où je dois travailler. Je travaille beaucoup plus dans les entreprises. C'est que ce que les gars là font sont en train d'aider un grand nombre de communautés. Impacter le niveau de vie de la population, ajouter une valeur ajoutée à l'économie, en tout cas un secteur quand même précis. Là, voilà. Tu es beaucoup plus motivé à aller au boulot chaque matin parce que tu sais que tu changes la vie des gens. Exactement. Tu vois, c'est tellement intéressant quand tu sors dans la rue, tu vois des gens qui utilisent ton application. Ah, tu te dis, ouais, super. Personne ne sait que c'est toi hein, qui est derrière, mais tu es tellement satisfait parce que tu vois que ça aide quelqu'un actuellement. Donc, c'est un truc qui me drive tout le temps et c'est pour ça que j'ai travaillé dans toutes les entreprises où je suis passé. Et c'est pour ça que j'ai aussi lancé mon boîte personnelle. Et actuellement, on travaille sur pas mal de projets. Peut-être qu'on aura le temps d'en discuter. Alors, là, j'ai une question à te poser rapidement. Je veux parler de la première boîte, OK? Avant qu'on ne parle d'échecs, tout ça. Tu as dit que tu as recruté 2 à 3 personnes. C'est vrai que tu as parlé de freelancing où tu gagnais, tu étais étudiant, mais tu faisais un peu de freelancing. Ça te rapportait un peu de l'argent et tout. Comment ça s'est passé, le processus de recrutement? Est-ce que c'est des personnes qui étaient plus avancées que vous ou c'était des étudiants comme vous? Parce que vous étiez étudiants. Est-ce que vous avez recruté des juniors qui avaient fini à l'université pour travailler sur des projets ou des étudiants comme vous? Et comment vous les payez? Est-ce que c'est toujours avec l'argent du freelancing que vous les payez ou le projet déjà a commencé à rapporter quelque chose et vous les payez dedans? Comment ça s'est passé au fait, cette phase-là? Vous avez recruté, la phase où vous avez payé les gens et vous devez avoir une comptabilité, etc. Je ne sais pas si tu comprends un peu la question. Bon, déjà, il faut que je fasse une petite nuance. Le freelancing, c'est ce qui nous a permis d'avoir le capital pour nous lancer. Mais après la création de l'entreprise, c'est un peu le freelancing qui a continué. On avait d'autres produits sur lesquels on travaille. Donc, le premier profil qu'on a recruté, c'était un profil de développeur. Et dans le temps, honnêtement, il était un peu plus en avance sur moi. Enfin, sur nous. Parce que lui, il avait déjà d'expérience dans des entreprises, il avait déjà travaillé sur des projets. Nous, on venait de quitter l'université, c'est ce qu'on nous a appris là-bas, là, qu'on a appliqué avec YouTube à côté, quoi. Donc, il était déjà un peu plus évolué que nous. Et dans le temps, il avait pris un contrat de CDD, il avait pris un CDD de 2 ans, si je ne me trompe pas, de 2 ans. Après, on a recruté des profils en termes de communication, un profil dans la communication, community management. On est quand même d'accord que ce genre de personnes-là, ils ont un salaire, enfin, ils vont quand même demander quelque chose comme salaire, tout au moins 150, 200 à l'époque. Vous avez l'argent pour le payer? Bien sûr. Lui payer les son salaire le mois, c'était pas ça le problème. Mais je ne pense même pas que il y a eu un mois où il a manqué son salaire. Il a toujours reçu son salaire. C'était combien le premier son salaire, si c'est pas indiscret? Son salaire était à 150, je me rappelle, 150. Et il a fait 2 ans avec nous. 2 ans. Voilà. Wow. Donc, il y avait pas, bon, en fait, c'est en fait ça la chose. Nous, la chance que j'ai eue, et ça, je le reconnais, c'est que l'école où on était là, c'était notre projet de soutenance, en fait. Ton projet de soutenance, c'est que tu as créé ta start-up qui fonctionne, tu viens présenter tes chiffres. Ça parlait cash directement. Tu dois avoir des résultats. C'était quelle école? C'était VDUAC. Bon, ils ont eu des problèmes avec le gouvernement et ils ne sont plus actifs actuellement, je pense. Donc, voilà. Donc, on avait des mentors qui nous accompagnaient, on avait des coachs, on avait, enfin, des gens qui ont plus d'expérience que nous dans le domaine qui nous accompagnaient. On devrait produire du résultat. Et c'est ce qui nous a, comme c'était la première expérience, c'est ce qui nous a forcé la main à nous enregistrer. Parce qu'avec l'école, il fallait que tu t'enregistres. Donc, ils ont fait tous les accompagnements qu'il faut sur ce point-là pour qu'on soit enregistré. Donc, il ne manquait pas son salaire. Donc, je disais, les prochains profils qu'on avait recrutés, il y avait un profil dans le community management qui nous a rejoint, qui a aussi fait 1 an et demi avec nous. Après, on a reçu aussi 2 autres développeurs. Bon, il y a un développeur qui est venu, mais c'est parce que lui cherchait un stage, on l'a pris en stage et après, il a continué avec un contrat. Il y a un second qu'on a recruté. Il a fait 3 mois avec nous. La performance n'était pas bonne. On a dû se séparer de lui. Après, on a eu un profil de graphiste
il avait travaillé en tant que graphiste pendant 1 an, si je me trompe pas, avec nous. Donc voilà. Quand l'entreprise est bien structurée, vous savez ce que vous vendez, vous savez combien vous le vendez et à qui vous le vendez. Et on avait la chance d'avoir des mentors qui nous accompagnent sur chaque palier. Oui, les résultats étaient là. On arrivait quand même à faire entrer les sous qu'il faut pour pouvoir supporter les charges de l'entreprise. Ok. Alors, dis-moi, est-ce que vous aviez un local ou bien c'était en full remote le travail? On avait un local. Dans le temps, c'était à Godomela. On avait un local qui était au bord de la voie même. Wow. Qui nous coûtait dans les 80, je pense. Qui nous coûtait dans les 80. Bon, c'est petit quand même, comme un local pour une entreprise, mais bon. Ça nous permettait en fait de quitter la maison tous les jours. Tout le monde se rassemble là. On avait des bureaux. Tu t'assois normalement. On a la connexion Internet, isocèle dans le temps. Tu pouvais travailler à la connexion. Voilà. On avait quand même créé notre petit environnement de travail là, où tout le monde se voit pour travailler. Et dans notre rémunération à nous, en tant que cofondateur, c'était de se payer aussi un salaire à la fin du mois. Donc au début, il y avait celui dont je viens de parler, qui nous a rejoint, qui avait plus d'expérience, qui était mieux payé que nous. Parce que en fait, nous, on était des jeunes, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de charges. Notre seul besoin, c'était de rentrer à la maison, de venir, le déplacement, et voilà, de nous amuser quand il faut, et voilà. Donc, parfois, il était même parfois mieux payé que nous. Donc, on s'est défini des salaires qu'on devrait se verser. Mais à la fin de chaque année, on faisait le point de toute notre recette et on faisait la dividende, en fait, où chacun prenait sa part. Donc, ça permettait à chacun de pouvoir se gérer, voilà. En tant que cofondateur, voilà ce que tu as produit comme résultat durant le mois. Chacun avait ses parts et en fonction de ça, on faisait les dividendes. Alors, tu nous as parlé un peu de ta boîte, de la première boîte, de ce que ça donnait et tout. J'aimerais que tu nous parles un peu des produits que la boîte proposait, les services que la boîte proposait et un peu la structure interne de la boîte parce que tu étais étudiant, vous avez fini. Ça peut intéresser des personnes aujourd'hui qui veulent se lancer également dans la création d'une entreprise. À ton expérience à toi, voir un peu comment eux aussi peuvent faire à leur niveau en termes d'organisation. Est-ce que vous aviez un comptable? Est-ce que vous avez un avocat? Tout ça. Et puis, nous parler un peu, bon, déjà, parle-nous du côté organisationnel des services que l'entreprise proposait. OK. Bon. Premièrement, dans la première boîte, on avait 3 projets. Donc, la boîte avait en son sein 3 grands projets. Et c'est ça qui constitue en fait nos services. Donc, il y avait Echo qui était un projet pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication. Et il y avait Innov Prime qui était un projet qui doit sortir des solutions logicielles pour les entreprises, les PME. Donc, et on avait un dernier projet qui était un peu plus social, qui est d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Donc, c'est sur le premier projet concernant la communication digitale, accompagner les entreprises dans ce sens. Son rôle là, c'était qu'on puisse onboarder de nouvelles entreprises, de nouveaux PME ou des personnes où on gérait tout ce qui est communication digitale. Donc, on avait onboardé pas mal d'entreprises dans ce sens-là, dans le temps. Et sur Innov Prime, les contenus sont toujours en ligne. Il faut même qu'on prenne le temps de pouvoir nettoyer un peu le web. On a travaillé sur des logiciels de gestion pour des PME. On a travaillé sur des projets qu'on nous a confiés, par exemple, une plateforme e-commerce que l'entreprise devait lancer. On a travaillé sur ça. On a travaillé aussi sur des solutions internes. Dans le temps, il y avait Fed Relais qui était, bon, le concept dans le temps, et jusqu'à présent, personne ne l'a encore fait. Dans le temps, c'est Fed Relais est une application que tu installes et quand tu as des livraisons, des commandes à recevoir,
tu les enregistres sur la plateforme là. Et l'objectif, est-ce qu'il est différent de un coursier vient chercher le colis, aller livrer. Faites Relais ne fonctionnait pas comme ça. Son point qui faisait la différence, c'est qu'il faisait les livraisons groupées. Donc, si le livreur sait qu'il doit aller à Calavi, il sait qu'il doit peut-être prendre 10 produits à Cotonou et aller livrer à Calavi. Et ça, c'est sa ligne. Donc, chaque avec sa ligne, et voilà, et il devrait respecter ça. Qu'est-ce que ça permettait de faire? Ça permettait aux clients de recevoir ces colis beaucoup plus moins cher. Au lieu de payer 1000 francs, tu te retrouves à payer 500 francs parce que la livraison est groupée. Oui. On a aussi des points de contact où on pouvait te livrer dans un point de contact et tu pourras aller dans ce point de contact proche de ta maison pour récupérer ton colis. Donc, c'était un projet sur lequel on a travaillé. Il y a aussi un projet sur lequel on a travaillé, mais administrativement, ça a coulé. On n'a pas pu déployer ça parce que les partenaires n'étaient pas vraiment d'accord avec le concept. Et ça aussi, ce sont des erreurs qu'on a fait qui aujourd'hui, moi, me servent beaucoup. C'était une application où tu pouvais préserver tout ce qui est connexion Internet, fibre optique, tout et tout dans une seule application. Et on avait en fait tous les fournisseurs d'accès Internet qui sont interconnectés là-dessus. Donc, tu fais ta demande à Isocell, Isocell te valide, tu as ta connexion, tu peux rester sur l'application, faire ta demande à MTN, voilà, Jenny SAS était là dans le temps. Donc, on avait tout ça qui était intégré dans l'application. Mais bizarrement, ça n'a pas marché. Et c'est là qu'on apprend en fait que quand tu as un projet, quand c'est parfait dans ton document, quand c'est parfait dans ton ordinateur, il faut aller sur le terrain, aller voir si ce que tu veux construire là est suffisamment intéressant et a un marché. Donc, c'est là qu'on a vraiment appris sur tout ce qui est design thinking, comment valider des idées, comment faire comment prouver le concept, comment passer du MVP avant d'avoir un produit viable. Donc, ce sont des erreurs de débutants qu'on a fait dans le temps là. Mais après, le dernier projet, c'était le projet concernant l'insertion professionnelle des jeunes. Et pour ça, on avait travaillé on avait des after-work qu'on faisait chaque 3 mois, je trouve, où on recoupait en fait, on lançait publiquement, les jeunes s'inscrivaient, on se rassemblait quelque part pour parler d'un sujet clé. On peut parler de LinkedIn, comment bien s'afficher sur LinkedIn, parce que pour nous, et ça faisait partie en fait des choses qu'on nous a enseignées. Pour nous, c'était gagner de l'argent, mais en même temps penser à votre environnement. Et la façon dont nous, on avait décidé de penser à notre environnement, c'est d'aider d'autres jeunes. Donc, voilà les projets sur lesquels on travaillait. C'est ça qui faisait rentrer le cash, qui nous a permis de faire tout ça. Ok. Est-ce que en termes de chiffre d'affaires, tu peux nous donner un peu sur une année, par exemple, une de tes bonnes années, combien vous avez fait en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, bon, laisse-moi juste te dire, au moment où on voulait dissoudre l'entreprise. Bon, voilà, tu parlais de ce qu'on avait de comptable, on avait de... Bon, déjà, j'aimerais dire qu'on parle un peu de ça d'abord avant que tu ne fasses. Bon, au moment où on voulait dissoudre l'entreprise, le montant total qu'on avait dans notre caisse était 17 millions. 17 millions. Donc les cofondateurs entre nous, quand on a fini tous les papiers, tous les paperasses qu'il fallait faire pour dissoudre, ce qui restait, on s'était partagé. Donc, on avait un total de 17 millions. Donc, pas aller sur les chiffres d'affaires par an. Au moins de ça, je me rappelle précisément de ça. Les papiers sont encore là. Si je me suis dit, je les utilisais. Voilà. Ok. Maintenant, en termes d'organisation, comment s'était structurée la boîte? Est-ce que vous avez un avocat, un comptable? Comment vous avez structuré au fait l'entreprise pour que ça puisse fonctionner? Bon, en fait, dans le temps, on avait des cabinets qui nous accompagnaient. On n'avait pas embauché un comptable en interne. Au niveau comptabilité, celui qui nous accompagne sur tout ce qui est fiscalité, comptabilité, c'est un aîné, un aîné à nous, qu'on considère comme un mentor, qui nous a filé un cabinet qu'il trouvait intéressant et assez accessible. Donc, c'est avec lui, on faisait le travail, tout ce qui concerne fiscalité, comptabilité, c'est lui qui nous aidait à gérer. En interne, on avait la chance, parmi les 3 cofondateurs là, il y a un parmi nous qui, avant de faire le cursus d'informaticien qu'on avait là,
il avait déjà fait banque et finance. Donc, il avait quelques notions quelques notions qui ne sont pas vraiment approfondies, mais il y avait quand même. Et ça nous aidait en interne. Donc, à la fin de chaque mois, on sait quelle information on doit envoyer au cabinet. À la fin de chaque année, on sait qu'on doit relancer le cabinet sur certains points, certains points. Et le cabinet aussi était disponible pour nous accompagner, nous rappeler de temps en temps les points qu'on avait omis. Donc, le cabinet, bien sûr, on le payait à la fin de chaque mission. Donc, quand il y a un projet, par exemple, fallait qu'il y ait des documents comptables, aller faire le dépôt, tout ça. Quand on finit tout ce processus-là, il avait le montant qu'on devrait lui payer, tout. Okay. Et côté avocat, bon, on n'avait pas un cabinet d'avocats vraiment dédié. Mais c'est dans la période où on voulait dissoudre l'entreprise qu'on a vu l'importance de ça. Et dans le temps, on avait pris les services d'un notaire. Okay. Et c'est lui qui nous a accompagnés durant tout, tu vois, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus vraiment s'asseoir ensemble, définir quelque chose. Il fallait qu'il y ait en fait une partie qui prenne tout le monde et prenne les décisions. Donc, on avait pris les services d'un notaire. Et c'est lui qui avait accompagné tout le processus. Ok, d'accord. Vraiment, c'est vraiment enrichissant, vraiment concret tout ce que tu partages là. Je pense que on n'a souvent pas ça dans l'école où on partage de façon concrète de vraies expériences comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé où vous êtes dissous? Il y avait quand même de l'argent dans la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le produit ne marchait pas? Est-ce que quelqu'un voulait tout prendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ça s'est cassé. Ce qui est terrible, c'est que le produit ne marchait pas. Dans le temps, tout allait bien. L'argent rentrait. Je me rappelle même que on était à Godomé. On s'était installé là. Et on a déménagé, on a quitté là, on a rejoint Calavi dans des locaux beaucoup plus vastes. Beaucoup plus vastes. À Godomé, on était au bord de la voie. Il y avait les bruits des motos qui dérangeaient. On avait fait tout ce qui était insonorisation, mais ça ne marchait pas. Donc, on a décidé de déménager, on a pris des locaux plus vastes. Enfin, le business allait, quoi. Mais en fait, le déclic est venu au moment où un d'entre nous a décidé de quitter parce que il était important pour lui de pouvoir faire d'autres expériences. Donc, il n'arrivait pas à supporter la routine qu'on s'est imposée de venir au boulot tous les jours. Dans le temps, on était vraiment. En fait, je me rends compte que jusqu'à présent, quand je prends tous les deux autres et moi à la fois, on est des gens qui sont disciplinés, si je peux dire ça comme ça. Disciplinés dans le sens où, dans le temps, on était cofondateurs, non? On pouvait se permettre de venir au boulot à 11h à midi. Mais on venait tous les jours à 8h, on repartait tous les jours à 18h. Et les samedis, on était là de 8h à 13h. Et tu n'avais pas le droit de venir en retard. Parce que si tu venais en retard, ça sera mal vu par l'autre. Donc, tout le monde se mettait en fait cette pression-là de respecter la règle qu'on s'est définie. Du coup, c'est vrai, on était cofondateur, on pouvait se permettre certaines choses, mais on ne pouvait pas se permettre. Et il y a plein de gens qui peuvent en témoigner. À un moment donné, j'ai eu des amis que j'ai recommandés, en fait, à l'équipe pour qu'ils puissent nous rejoindre sur certains projets clés qu'on avait. Et quand ces amis-là viennent et qui travaillent avec nous, de lui dire, Aziz, attends, vous mettez vraiment la pression. Tu vois? Donc, quand on a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, pour des gens qui viennent juste de terminer avec l'université, et voilà, qui ont d'autres envies. Dans le temps, il y avait d'autres personnes qui avaient envie de continuer leur étude, d'aller faire un master. Tu vois? Donc, pendant cette période, lui, par exemple, il trouvait que, bon, il est temps qu'il fasse autre chose de sa vie pour apprendre parce qu'il estimait qu'il est assez jeune, qu'il doit faire d'autres expériences. Et non, rester bloqué sur ce niveau-là. Et n'oublie pas, on avait des mentors dans le temps. Donc, les mentors ont bien sûr accompagné cette décision-là. Dans tous les sens possibles, tous les conseils possibles. Et même moi, je me rappelle, mon père, il m'avait beaucoup conseillé dans le temps sur comment je devrais me tenir, comment est-ce que vous êtes sûr de votre décision. Vous savez que c'est en fait une entreprise, si vous gérez bien, qui peut vous nourrir demain, nourrir votre famille et tout le monde. Donc, c'est pas le moment de... En fait, on a eu tous les conseils qu'il faut. Et je pense que chacun à son niveau, entre cofondateurs là, a eu le temps de bien mûrir sa réflexion, d'aller en profondeur sur la réflexion avant de prendre la décision de on dissout quand même. Donc voilà, c'était ça. C'était pas qu'un problème vraiment personnel, mais c'est quelqu'un qui un jour a décidé de pouvoir se retirer afin de faire d'autres expériences qu'il trouve plus intéressantes pour lui. Ok, bon, pourquoi vous n'avez pas voulu continuer à deux? Pourquoi? Est-ce que c'était pas sentimentalisme ou bien pas respect pour lui?
parce qu'il y a des boîtes comme ça. Je me rappelle de Pdunia, par exemple. Je pense Pdunia, il y avait aussi des cofondateurs. À un moment donné, Orone Ounanou, il est parti. Mais il y a quand même Aziz, tu t'appelles aussi Aziz comme lui, Aziz Yeriba, mais lui, il est resté avec l'autre cofondateur, je pense. Est-ce pas sentimentalisme ou bien est-ce parce que vous avez voulu tout faire ensemble et quand l'autre est parti, bah, vous êtes dit, bon, ça n'en vaut plus la peine. Ou bien c'est parce que c'est la jeunesse aussi, on n'était peut-être pas, c'est pas trop. Tu sais, il y a des choses auxquelles si tu n'es pas préparé mentalement et aussi si tu n'as pas encore ce niveau de maturité là, tu ne pourras pas supporter. Bien sûr qu'on a voulu continuer à deux et on a essayé de continuer à deux. Mais honnêtement, voir quelqu'un de moins, c'est comme, enfin, ça, c'est qu'il me manquait quelque chose pour que. Il manquait du sel, ce petit sel là, pour que ça donne quoi. Il manquait quelque chose. Et après, quand on se pose les bonnes questions, quelque part, tu te dis quand même que tu es assez jeune, que peut-être c'est toi qui es en tort, que c'est peut-être l'autre qui a raison. Parce que vous êtes assez jeune, c'est le temps peut-être d'aller continuer les études, c'est le temps d'aller apprendre de nouvelles choses, d'aller dans des entreprises, faire de vraies expériences et venir te reconstruire. Donc, on a essayé de continuer à deux. Mais bon, on n'a pas décidé à deux de céder, mais c'était une décision qui était venue des deux parties. On se disait, écoute, avec tout ce qu'on nous-mêmes on ressent personnellement, on a décidé de dire, OK, arrêtons que chacun continue son chemin. Peut-être que demain, on reviendra avec un projet plus solide. Et il faut dire que quand quelqu'un part, bon, quand je te donnais l'architecture de l'entreprise, il y avait 3 projets. On était 3 cofondateurs. Chacun se chargeait d'un projet. Chacun avait un concept de projet. Donc, si quelqu'un part et que c'est pas le projet qui touche au plan communautaire là, et que c'est les 2 autres, ah oui, il y a vraiment un problème. Donc, c'est vraiment ce qui a fait que, bon, on n'a pas voulu continuer. Comme tu le dis aussi, je pense que c'est la jeunesse. Si aujourd'hui ce cas se représentait, je pense qu'on va continuer. Et bien fonctionner même. Genre, il y aura même pas de quelqu'un nous manque. Dans le temps, on était assez jeunes. Bon, je pense que j'avais entre 21 et 22 ans, et 23 ans. Tu vois. Donc, on était assez jeunes, on n'avait pas encore trop d'expérience. La mentalité aussi n'était pas encore trop solide pour supporter le choc. Mais bon, si c'était aujourd'hui, je pense qu'on allait continuer normalement. OK. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Des regrets? Bon, non, j'ai pas du tout de regrets sur ce point-là. Donc, je disais non, je n'ai pas de regrets sur ce point concernant l'entreprise. Zéro regret. Et aujourd'hui, j'ai de la gratitude envers tout ça parce que ça m'a permis quand même d'apprendre énormément de choses sur moi-même, me poser beaucoup de questions. Donc, c'était un moment de rétrospection vraiment, vraiment poussé. Et comme je te le disais là, j'avais passé près de 2 ans seul à la maison, à travailler en ligne, mais j'étais seul dans ma chambre en fait. Ce sont des moments qui m'ont permis d'apprendre énormément sur moi-même, de me remémorer beaucoup de choses, de voir où l'homme a failli, où l'homme devrait mieux faire. Et c'est tout ça rassemblé qui construit Asie d'aujourd'hui. Tu sais, en entreprise, savoir se tenir, avoir des soft skills, ce sont des choses qui font ce sont des choses qui nous démarquent. Oui, qui font qu'on passe à un step. Je t'assure que même aujourd'hui, quand je regarde tout mon environnement professionnel, tout le monde, il y a un truc qui me revient sans cesse. Je me dis, si j'avais pas fait cette expérience-là, je n'aurais pas ces skills-là, en fait. Tu peux être bon techniquement, excellent techniquement, mais si tu n'as pas ces soft skills, tu ne pourras pas vraiment passer les gestions très rapidement. Il y a des soft skills que tu ne peux que développer dans la vie active et non à l'école. Et donc, ces moments de peut-être un peu challengeant, dur, compliqué, m'ont vraiment enseigné des choses que les écoles ne peuvent pas m'enseigner et qui aujourd'hui me servent. Donc, je n'ai pas de regret, mais plutôt un sentiment de gratitude envers la vie. Et voilà, pour tous ceux qui m'ont donné la chance d'apprendre toutes ces choses que je sais aujourd'hui. OK. Donc, on va terminer cette section première entreprise avec
trois leçons et trois erreurs ou anecdotes que tu peux nous raconter durant cette phase-là. Trois leçons que tu as apprises durant cette période où tu avais créé ta première boîte avec tes amis et tout. Et trois erreurs ou trois anecdotes que vous avez fait qui peut nous servir, nous autres, à pouvoir capitaliser sur notre expérience. Première chose, faut pas se définir trop de règles dans la vie, même en entreprise. Bon, en tout cas, vous êtes un cofondateur. Je pense qu'à un moment donné, on s'est défini trop de règles, qu'on se voit dans les règles. Et plus personne n'était libre, en fait. Et je suis sûr que ça fait partie des choses qui ont motivé notre camarade à dire qu'il aimerait faire d'autres expériences. Il y avait trop de règles que tu devais respecter, tu n'as pas le choix, quoi. Et bon, ça nous permettait d'avoir la discipline dans l'entreprise, mais ça ne permettait pas à tout le monde d'être épanoui comme cela se doit. Donc, ne pas se fier trop de règles. Trop de règles, ça tue la créativité, ça tue l'épanouissement. C'est ce que j'ai compris et que je l'applique. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que je n'ai presque pas d'amis. Je suis un peu comme ça. Je n'ai pas vraiment d'amis proches. Mais partout où je travaille, j'évite au maximum de définir des règles. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, on doit faire comme ça, non. Après, la deuxième chose que j'ai appris, un peu difficile, mais tu vois, quand tu es dans un groupe et que tu es dans un groupe de trois personnes, ou à partir de trois personnes, et que à chaque fois qu'il y a en fait un moment où quelqu'un doit dire la vérité pour pouvoir dispatcher, pour pouvoir prendre une décision, c'est toujours une personne qui dit cette vérité-là. Cette personne devient à un moment donné la cible. La cible a cassé rapidement pour que voilà les choses se passent bien, quoi. Exactement. Tant qu'il est les deux autres, tout le reste dira que tant que le gars là est là, les choses ne vont pas passer comme ça, comme on le veut. Donc, si à un moment donné, c'est toi qui dois prendre la décision, dire telle chose là, c'est comme ça on doit faire, et justifier par A plus B, mettre tout le monde d'accord. Bon, parfois, il faut jouer le malin, quoi. Pousser les autres à prendre la décision. Parce que quand une décision est à prendre, il faut le prendre. Mais ce n'est pas forcément toi de dire, on doit faire ci. Tu prends le temps de définir tes jeux, de sorte que tu les pousses jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que oui, il faut qu'on prenne cette décision à quelqu'un parmi eux. Donc, tu impliques tout le monde dans ce rôle-là. Et troisième chose, une anecdote, peut-être, c'est, tu vois, à un moment donné, on avait besoin d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner à un moment donné, on avait atteint un niveau, on voulait plus, on voulait gagner plus, on voulait plus de marché, on voulait faire de tout beaucoup plus sérieux, on voulait aller de l'avant, quoi. Donc, on a ciblé, on était allé à un événement ensemble, tous les trois, à un événement sur l'entrepreneuriat, je me rappelle, à Cotonou. Et on a rencontré un monsieur qui était excellent. Genre, ce qu'il a développé, il a présenté en fait ses projets, son entreprise. Et eux, ils sont déjà à un autre niveau. C'est une grande entreprise, vraiment très bien fait et tout. Donc, on a discuté avec ce monsieur-là. On a dit qu'il allait nous accompagner sur cette période où on aimerait aller à l'échelle. Donc, ce monsieur, il nous a accompagnés comme cela se doit. Hein. Il nous a fourni tous les skills qu'il fallait, tout ce qu'il fallait. Il venait à l'entreprise, même discuter avec nous, nous rencontrer. On allait chez lui, on faisait des séances. Mais à la fin de tout notre moment de consultation, de toute la mission qu'il avait à faire avec nous, on s'est assis, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il nous a apporté des choses, de nouvelles choses qui vont nous permettre vraiment d'aller à l'échelle? La réponse, c'était oui. Mais il y avait un problème. On a constaté que tout ce qu'on avait fait durant cette période-là, on les connaissait déjà. On les avait déjà. Mais en fait, on les appliquait pas. Tu vois. Donc, et je me dis, au final, c'est ça le rôle du mentor. Hein. Le mentor, peut-être qu'il sait des choses que toi, tu ne sais pas, mais il a d'expérience pour te dire là où tu dois mettre les pieds sur tes acquis pour pouvoir atteindre un autre niveau, un autre palier. Donc, s'il y a une leçon que j'ai appris de ça,
c'est que tout ce qu'il te faut pour pouvoir aller à l'échelle, devenir une meilleure personne, être meilleur techniquement, être meilleur en entreprise, faire telle chose, parfois, on les a déjà. Mais c'est seulement on n'a pas la clairvoyance de il faut que je fasse telle chose, il faut que j'utilise ce skills, cette compétence, ce savoir-faire que j'ai. Le fait qu'on ne sait pas fait que, voilà, on est en retard. Mais avoir un mentor te permet de dire telle chose que tu avais dans ton casier, sors-le, joue le jeu de telle manière pour atteindre tes résultats. Donc ça, c'est une anecdote où je me rends compte qu'à chaque fois, dans chaque palier, il faudrait que tu te trouves des mentors qui vont t'accompagner. Donc ça sera les trois choses. Premièrement, Premièrement, tu as parlé de trop de règles. Deuxièmement, tu as parlé de donner de la valeur aux autres. Troisièmement, tu as parlé de l'importance d'avoir un mentor. Exactement, c'est ça. Et trois, je sais pas, là tu as parlé de 3 leçons, peut-être 3 échecs, ou bien, et tout, si tu en as. 3 échecs. J'ai un mauvais côté. Mon mauvais côté, c'est que, et pas plus qu'hier, on me l'a rappelé. C'est un mauvais côté que j'ai. Tout ce qui m'arrive là, moi, je trouve que quelque part, c'est une réussite. C'est bizarre. Et j'ai cette capacité-là de tourner tout à mon avantage. Ce qui fait que j'ai du mal à compter mes échecs. Ok. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il y a eu des moments, oui, où on a lancé des projets où c'était un flop. Mais moi, je me suis concentré plus sur ce que je dois apprendre de cette leçon que sur combien on a peut-être jeté de l'argent par la fenêtre, combien on a gaspillé. Je ne suis pas du genre à me plaindre. Je suis du genre je suis du genre à tirer leçon de ce que je viens de faire. Et échec, oui, on en a eu énormément même. On a booké des rendez-vous qui ne sont des rendez-vous où on devrait présenter des solutions à des gens où ils ne sont pas venus, où on a présenté, ils n'ont pas donné de suite favorable. On a présenté et ils trouvaient que la solution n'était pas au niveau qu'il faut pour leur entreprise. On a recruté des gens, comme je te disais, où ça n'a pas marché entre nous. La performance n'y était pas. On a dû se séparer de ces personnes-là. On a lancé des projets où administrativement, on a terminé le projet techniquement, administrativement, ça a coulé. On a eu pas mal. Mais moi, je me suis à chaque fois concentré sur ce qui était bon. Et ça, c'est un côté que j'ai. Et c'est un mauvais côté. Hein. C'est pour ça que j'appelle un mauvais côté. Parce que quand tu es en danger, tu ne sais pas. Quand tu es vraiment en danger, là, tu ne sauras pas quoi. Tu penseras que voilà, tu es sur le bon chemin. Mais je me concentre jamais sur, donc je ne pourrais pas citer de façon, il y a eu tel échec qui m'a fait mal, vraiment mal. Donc, de façon, voilà ce qu'on peut avoir. Ouais, je comprends. C'est toujours bien en fait, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir le bon côté des choses. Beaucoup se concentrent beaucoup plus sur les mauvais côtés. Mais je pense que il faudrait que tu apprennes aussi à savoir, à voir le bon côté, mais aussi, au fait, à voir, mais pourquoi je suis tombé? C'est bon de savoir que, voilà, ok, on a flop, mais on a quand même pu faire telle chose. Mais c'est bien de savoir, mais j'ai flop parce que je n'ai peut-être pas assez investi dans la com. Je n'ai peut-être pas, peut-être que l'affiche n'était pas top, peut-être que le speech n'était pas bon. Là, ça te permet de t'ajuster. Donc ça, c'est juste un petit conseil et tout. Alors, avant qu'on ne passe à la deuxième phase de ce call, tu as beaucoup parlé de mentorat. Comme tu le sais, moi, c'est un business que dire un business, c'est comme si c'est c'est un business. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a 1 an. Alors, je profite aussi pour faire de la publicité. Hein. C'est mon podcast, c'est ma chaîne, donc on m'a pas payé pour ça. Donc, je vais faire ce que je veux. C'est l'avantage. Alors, tu as parlé de long à large de mentorat, d'accompagnement, d'expérience, d'aînés et tout, qui t'ont permis à chaque niveau de voir un peu plus clair et tout. Alors, comme tu le sais, depuis 1 an déjà, j'ai lancé Help Skills, voilà un programme d'accompagnement qui vise à aider des personnes, beaucoup plus dans la tech, à capitaliser sur l'expérience des personnes un peu plus expérimentées. Tout à l'heure, tu as dit, aujourd'hui, on a l'information, on a YouTube, on a ChatGPT, on a l'information, mais parfois, on ne sait pas comment maximiser sur l'information là pour avoir ce qu'il nous faut pour aller vite. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, mais c'est comment manipuler les informations là
pour atteindre nos objectifs le plus vite possible. C'est ça, le fait, le challenge. Et c'est pourquoi il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui a fait des expériences, qui pourra te dire telle chose te permettra d'aller plus vite que de prendre des mois, des semaines à aller sur ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui hésitent aujourd'hui? Pas forcément prendre mes séances de coaching, tout ça. Bon, pour ceux qui sont intéressés, c'est elpostkicks.com. Je le mettrai en description quand même. Et peut-être qu'après, on va en discuter en off. Je ne savais pas que tu avais vraiment je savais que tu avais des expériences, mais je ne savais pas que même côté coaching, tout ça là, tu pourras beaucoup m'apporter au niveau de Help Skills. Mais qu'est-ce que toi, tu as, au fait, à donner comme conseil à ces personnes-là aujourd'hui qui pensent que se faire accompagner, c'est de la merde? Parce que ou bien, qui n'ont pas envie de dépenser pour se faire accompagner. Parce que c'est malheureusement les constats que moi j'ai aujourd'hui. Les gens n'ont pas envie de dépenser pour se faire accompagner. Ils trouvent que le faire accompagner, c'est de la merde. Ou carrément, ChatGPT peut m'aider à faire tout ce que je veux, quoi. Ok. Bon, il y a un truc, hein. Il y a des choses que, bon, je comprends, je ne maîtrise pas pour tout le monde, mais parfois là, faut se poser, regarder l'environnement, regarder ce qui se passe autour de soi et de déduire des choses qui vont t'aider. Moi, j'ai fait des constats. Le premier constat que j'ai fait, regardez Lionel Messi. Bientôt, il y a finale de la Coupe du Monde. Lionel Messi, CR7, Cristiano Ronaldo, c'est grands joueurs. Mais les gars, ils sont excellents. Ils passent le CR7 passe tout son temps à la salle, toujours le sport. Mais pourquoi il a quand même un coach sportif, un coach qui l'accompagne? Il n'a pas besoin. Techniquement, on peut se dire qu'il n'a pas besoin. Il peut se coacher lui-même et avancer. Mais pourquoi il a un coach? Ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Je n'ai pas encore la réponse. Ça, je pose la question pour que chacun puisse, peut-être dans sa tête, se remémorer de ça et voir pourquoi. Mais en fait, moi, je me dis, hein, quand tu es sur, on prend l'exemple, quelqu'un qui est sur le ring en train de se battre, c'est seulement un proche à lui ou quelqu'un qui a peut-être des notions dans le domaine du combat, qui est à côté de lui, qui va l'observer, se battre avec un autre, l'observer, et à la fin lui dira, je pense que tu as plus de force sur ce point-là. Quand tu utilisais cette méthode-là, ça t'allait plus vite. Ton adversaire ressentait plus de coups. Je te propose d'appuyer ici prochainement pour qu'on puisse voir. Donc, je pense que quand tu es le joueur, il faut que tu puisses te donner cette chance-là d'avoir quelqu'un qui va t'observer et te dire, sur ce point-là, tu as bien fait. Sur ce point-là, et si tu faisais comme ça, quel résultat ça pourrait donner? Toi, en tant que personne, tu pourras ajuster. Avoir un mentor, ce n'est pas que le mentor va te dire où mettre les pieds, voilà, tu mets tes pieds partout, tu pars. Non. Mais il te dit où mettre tes pieds. Il te dit comment tu fais pour aller. Il te dit ce que tu dois faire pour pouvoir avoir du résultat. À toi maintenant de dire, d'ajouter en fait ta connaissance, tes convictions personnelles, ce que tu sais de toi-même, et d'ajuster et de dire, ouais, ce qu'il m'a dit ici, oui, je trouve que si j'ajoute telle chose là, ça pourrait m'apporter tel résultat. Donc, avoir un mentor, ce n'est même pas j'ai envie d'avoir un mentor, c'est une nécessité. Faut que tu l'aies. Moi, actuellement, là où je travaille, c'est une culture interne, en fait, à l'entreprise. Quand tu viens, tu dois avoir un mentor. Et n'oubliez pas, là où j'avais travaillé avant de rejoindre cette entreprise, c'était pareil. Quand tu rentres dans la boîte, tu avais un parrain ou une marraine. Et c'est lui qui te coach. C'est elle qui t'accompagne. Moi, j'avais une marraine. Et c'est elle qui me coachait, qui m'accompagnait. Dans mon onboarding, c'est elle qui me disait où mettre les pieds. Et elle me dit même des choses qui ne sont pas niveau entreprise, quoi. Genre, rester dans le cadre professionnel, tu dois faire telle chose. Non, non. Il me dit même des choses, tu vois, tel monsieur là, faut pas lui parler de telle manière. Et ça m'aidait. Ça m'aidait. Sinon, peut-être j'allais mal parler à quelqu'un sans le savoir. Tu vois. Ce monsieur-là, il s'énerve très vite. Hein. Donc, quand il te demande, voilà comment tu dois faire. À un moment donné même, il est arrivé qu'elle me dise, si telle personne te met la pression, envoie-moi un message, je sais comment contrecarrer la pression. En fait, c'est quelqu'un, quand tu as un bon mentor et qu'il est en lien avec toi, il veut t'accompagner, c'est quelqu'un qui va vraiment t'aider à ne pas faire les erreurs que lui, il a fait. Quelqu'un qui va t'aider à voir le meilleur qui est en toi, que toi, tu ignores peut-être. Et avec ça, tu pourras aller de l'avant. Moi, j'ai des amis qui
raconté, pardon, la façon dont ils ont grandi professionnellement. Il y a un qui m'a dit que avant, quand on lui confiait un projet, il définissait les coûts de ses produits trop bas parce qu'il n'avait pas suffisamment confiance en ce qu'il faisait. Mais le jour où il a rencontré un mentor, le mentor lui a montré que ce qu'il est en train de faire là, c'est pareil que ce que une grande entreprise quelque part en France fait et que l'entreprise là facture ça à tel montant. Dans ton environnement, avec tel profil, tu ne peux que facturer bas. Mais si tu veux aller vers tel profil-là, augmente ton chiffre. Parce qu'il y a un truc, on lui a montré par A plus B que quand tu vends aux pauvres, tu dois définir le montant de cette manière. Mais si un jour tu as envie de vendre aux riches là, si tu prends le prix que tu factures aux pauvres pour les riches vont te dire que le produit n'est pas un bon produit. Et là, ça l'a permis. On l'a accompagné, son mentor l'a accompagné là-dessus. Ça l'a permis aujourd'hui, avec cet ami, quand tu pars vers son produit, tu sens en fait une confiance quand il te parle de ses prix. Une confiance, il est prêt à justifier. Donc, ce sont des notions qu'on ne peut pas apprendre dans une formation. Mais c'est quelqu'un qui a fait l'expérience, qui a un certain niveau, qui peut te le donner. Donc oui, moi, j'encourage vivement à ce que les jeunes puissent avoir des mentors. Parce que, comme le disait, je pense que ça doit être Henry Ford, les personnes intelligentes apprennent des erreurs des autres. Bon, je me rappelle plus bien de la citation, peut-être je vais retrouver ça. Mais le concept est que les personnes intelligentes apprennent juste, mais les personnes qui sont les génies, eux, ils copient toute la stratégie de l'autre en fait. Donc, je recommande vivement que chacun puisse avoir le moyen d'avoir un mentor. Ok. Avec Apple Skills, je pense que c'est ce que tu rends possible. Et avec l'IA aujourd'hui, je pense que c'est encore très important d'avoir un mentor. Avec l'IA, ça va très vite. Et moi, je me pose même des questions sur le rôle de développeur dans une boîte. Donc, si tu as un mentor qui a peut-être des backgrounds qui pourront t'apporter pour que tu puisses rapidement te réajuster pour pouvoir tenir dans cette vague-là, je pense que c'est même le moment de vraiment le faire. Ouais, effectivement, comme tu le dis, la plupart de mes clients, c'est des personnes qui ont vraiment compris ce que tu dis. Par exemple, le mois dernier, par exemple, j'ai eu 2 personnes, un en mentorat, un en coaching. Celui en coaching, par exemple, lui travaille dans une fintech. Tu sais que dans les fintech, il y a beaucoup d'argent, il faut gérer les bases de données, les transactions, optimiser les choses. Il peut être sur Claude pour faire sa chose correctement, mais il ne voulait pas prendre de risque. Parce que c'est des métiers, la fintech, il faut s'y connaître vraiment aussi techniquement. Il a demandé à un coaching avec l'un de mes coachs, mais il a été satisfait au fait. Parce que au fait, c'était pas juste un truc de Claude ou bien Codex, tout ça. Il avait envie de comprendre comment faire pour optimiser la base de données. Il avait besoin de quelqu'un qui travaille déjà dans les fintech, qui a fait de l'expérience dans les fintech, qui pourrait l'aider tout simplement. Mais ça l'a beaucoup aidé. Il y a aussi quelqu'un, je me rappelle, il voulait lancer une application, mais qui collectait des données. Il voulait vraiment savoir en termes de juridiction, une application mobile en termes de juridiction, qu'est-ce que ça implique de lancer une telle application. Il a demandé au fait à se faire accompagner pendant 1 mois. Non, 2 mois. Il s'est fait accompagner dans 2 mois avec l'un de mes coachs en développement mobile qui l'a aidé à pouvoir en tout cas comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et dans quelques semaines il va sortir son application. Donc les gens quand même le comprennent que quand même c'est important d'avoir des gens expérimentés pour nous aider, surtout avec cette ère d'IA comme tu l'as dit, où trop se reposer sur l'IA parfois tu vas faire des erreurs mais que tu ne pourras même pas expliquer parce qu'à un moment donné tu t'es juste laissé aller. Donc je voulais quand même aussi que tu nous parles de ça. Merci pour ton apport. Je pense que ça va être un extrait que je vais peut-être partager sur mes réseaux sociaux et tout. Donc, voilà. Alors, on va finir avec la dernière partie, la partie de la nouvelle boîte que tu as créée, des produits que tu es en train de développer avec cette boîte, en parallèle avec ton boulot actuellement. Donc, tu vas nous parler de cette expérience-là et tout. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser cette nouvelle aventure tout seul? Est-ce que tu étais toujours porté par cette flamme d'entrepreneuriat? Ou bien tu avais toujours en toi des projets que tu voulais porter et tu trouvais que le cadre professionnel dans lequel tu travaillais te limitait assez
Qu'est-ce qui t'a poussé à créer une nouvelle entreprise et comment tu arrives à jumeler le boulot et l'entreprise que tu as créée? Ok. Bon, déjà, comme je le disais, il y a un truc qui m'a toujours intéressé, c'est d'apporter en fait des solutions à une communauté, à, à des utilisateurs et attendre quelque chose en retour. Donc, avoir quand même satisfait les besoins d'un groupe de personnes. Et donc, dans ce sens-là, bien sûr, en entreprise, c'est ce que je fais et ça, chez me plaît très bien. Mais tu vois, comme tout bon dev, en background, on a quand même des projets sur lesquels on travaille. Et moi, j'aime toujours rester en fait dans le cadre juridique possible de la chose afin de pouvoir porter mes projets, mes produits un peu plus loin. Donc, c'est ce qui m'a conduit à créer une petite entreprise, légalement créée. Et avec ça, je peux maintenant me baser là-dessus pour pouvoir lancer des solutions. Donc, premièrement, la première solution qui est là, qui fonctionne, est la V2 pour bientôt. La V2 pour bientôt avec plus de fonctionnalités. C'est Sponsor. Sponsor qui est une plateforme où euh, tu peux décider de créer une cagnotte, pouvoir collecter sur la cagnotte, atteindre ton objectif, avoir un dashboard de suivi propre à toi, suivre tout toi-même de A à Z, pouvoir intégrer tout ce qui est outils de sponsoring pour tes événements, pour un produit sur tes pages. L'objectif et notre ligne de conduite là, c'est de pouvoir aider les créateurs de contenu à mieux monétiser leur contenu. Ça, c'est le premier objectif qu'on a. Le second, c'est de plus en plus. Bon, il y a un truc que tu ne sais pas peut-être sur moi, c'est que j'aime beaucoup les choses communautaires. Bon, je pense que si un jour Dieu me faisait la grâce d'avoir assez de ressources, je serais philanthrope. J'aime beaucoup aider les autres, accompagner les autres. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et ce que je constate, quand je scrolle un peu sur Internet et tout, il y a beaucoup qui sont dans des problèmes qu'on pouvait résoudre en communauté. Il y a beaucoup qui ont peut-être des maladies, qui n'ont pas vraiment les moyens de se soigner. Et même, il y a même des gens qui ont de super projets, des projets où il lui faut minimum 500 000, 300 000, plus 1 million, il démarre. Et on voit qu'il a l'engagement, il peut le faire, mais il n'a pas les moyens de le faire. Donc, avec ce projet-là, l'objectif, c'est de donner à ces personnes un moyen de pouvoir lever ce qu'il faut comme ressources pour pouvoir se lancer, pour pouvoir faire une action communautaire, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir accompagner. Ça, c'est un projet purement de cœur. Maintenant, il y a l'autre volet où on voudrait créer des solutions pour permettre aux créateurs de contenu africains de pouvoir mieux monétiser leur contenu. Parce qu'il y a un truc qu'on constate, YouTube, TikTok et autres, en dehors de l'Afrique, c'est mieux payé. Mais en Afrique, là, on ne sait pas quel problème on a avec eux. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de règles, hein, côté organisation, la juridiction, tout le reste, qui bloquent en fait le fait que les créateurs de contenu puissent être mieux rémunérés. Donc, c'est de créer des outils pour permettre aux créateurs de contenu de pouvoir mieux rémunérer leur création. Et bientôt, dans la V2, comme je le disais là, il y a d'autres fonctionnalités qui seront beaucoup plus intéressantes. Là, on a je suis sponsor actuellement, ce n'est pas encore un très grand produit. Mais en tout cas, il y a des gens qui l'ont utilisé et lors des campagnes législatives passées, j'ai eu la chance où il y avait un de nos députés qui avait fait un programme de cagnotte pour aider sur la plateforme. Donc, c'est un truc qui a quand même marché sur un certain nombre de personnes. Et là, j'ai envie de passer à l'échelle. Et pour ça, il faut ajouter de nouvelles fonctionnalités clés que la V1 m'a permis d'identifier suite aux demandes des clients, des réponses que j'ai. Donc ça, c'est le premier produit. Le second produit, c'est déjà lancé, mais à un public très restreint. Parce que c'est stratégique pour pouvoir prouver le concept. Le truc, c'est que vous aviez la possibilité de lancer des publicités, un peu comme sur Facebook, sur Google Ads, dans un environnement purement tech, où
toi, en tant qu'entrepreneur, tu as ton site d'information peut-être ou n'importe quel site, tu as envie d'intégrer un outil qui va te permettre de rémunérer toutes les visites que toi tu as sur ton site. Google Ads le fait déjà. Ouais. Google AdSense le fait déjà. Donc, c'est purement Google AdSense, mais orienté sur nos besoins à nous en Afrique. Donc, n'importe quelle personne peut l'intégrer sur son site. On affiche la bannière, les publicités qu'on a et il est rémunéré en fonction de ça. Il y a des taux de clics, des taux de conversion, les taux de vues aussi sont rémunérés. Après, le dernier produit sur lequel je travaille qui me, qui me passionne beaucoup parce que c'est technique, c'est tout ce qui concerne les assets sur un site. Tu vois, quand tu as ton produit, tu aimerais bien faire des ciblages beaucoup plus en profondeur sur tes utilisateurs. Tu veux peut-être que un utilisateur qui vient du Bénin, qui habite à Boumé-Calavi, puisse voir une bannière qui lui dit que dans sa zone, il y a une promotion de tel montant. Ou tu veux que quelqu'un qui est en France, qui se connecte sur un téléphone mobile puisse avoir tel contenu comme message in-app. Donc, c'est un petit SaaS là. Bon, ça, c'est un projet que j'ai développé pour pouvoir adresser un problème que j'ai sur d'autres projets. Et je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir l'exposer à tout le monde. C'est de pouvoir mettre tout ce qui est message in-app, notification push, euh, et top bar, dynamique, tout ce qui est SMS marketing, tout ce qui est vérification d'identité avec WhatsApp, envoyer l'OTP sur WhatsApp et confirmer, donc une API pour pouvoir gérer l'authentification. Tous ces petits trucs-là sont rassemblés dans ce sens-là. Donc, ce sont les trois projets sur lesquels j'évolue. Donc, avec moi, j'ai deux personnes, deux développeurs, bon, qui sont en fait des jeunes qui ont fini l'université, qui étaient en recherche de stage, que j'ai pris, que je paye bien sûr, et qui sont là pour travailler sur ces projets-là. Oh, moi, je suis pas là. Maintenant, comment je gère tous ces projets et ma vie professionnelle actuelle? Et potentiellement ta vie de famille, je ne sais pas si tu es marié, mais potentiellement ta vie de famille. Et ma vie de famille, bien sûr, c'est beaucoup plus. En fait, je pense que c'est un truc que j'ai hérité de tout ce que j'avais déjà expliqué depuis là. La rigueur et la discipline de faire les choses quand tu dois le faire et quand le faire. Donc, c'est un truc qu'on a défini, qui est finalement resté et que je conduis partout. Tu vois, à la maison, au boulot, partout, j'ai toujours mon bloc-notes qui me dit quoi faire, quand, comment et pourquoi. Donc, je suis du genre, quand toi et moi on se rencontre et qu'on doit travailler sur un projet, que j'ai un bloc-notes, que je note tout. Après, je prends le temps de pouvoir planifier tout sur peut-être 1 mois, 3 mois. Et j'exécute étape par étape. Bien sûr, il peut y avoir des moments où j'ai pas eu le temps de pouvoir faire à temps parce qu'il y a d'autres choses qui sont entrées dedans. Mais je suis du genre à trouver les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs que de les subir. Exemple, bon, déjà, il y a ma routine aussi. Je me réveille généralement à 7 heures, mais je dors souvent à 1 heure, 2 heures. C'est mon habitude, c'est comme ça, je vis en fait. Donc, avoir tout ce temps pour pouvoir travailler, ça me permet de pouvoir évacuer pas mal de points. Et aussi, faut pas le cacher, je fais un très bon usage de l'intelligence artificielle pour aller vite. Je ne suis pas de la catégorie des gens qui disent l'intelligence artificielle, c'est ça, non. J'analyse la chose, je vois comment est-ce que je peux l'appliquer pour aller vite et je l'adopte. Je pense que par mois actuellement, je dépense minimum 150-200 $ dans l'IA. Et je suis, pour tous ceux qui ont travaillé avec moi, bon, peut-être que tu l'avais entendu parce qu'il y a beaucoup qui me détestent pour ça. Je suis très méticuleux sur les détails. Genre, quand je termine une page web et que je constate qu'il y a des patterns de IA dedans, ça me dérange. Donc, je suis prêt à prendre tout le temps de faire moi-même, de demander à l'IA de voir ce que j'ai fait et de le reproduire comme ça et ne pas ajouter de pattern IA. Donc, mes designs, je les veux surtout nos IA propres, simples et vraiment qu'on sente que voilà, il y a quelqu'un qui a travaillé dessus et non que c'est l'IA qui a tout va être codé. Ouais, ouais. Et c'est pareil sur tous les aspects de ma vie. Et bon, peut-être que tu le sais pas encore, mais
tu vas constater que dernièrement, dans les communautés tech, je me suis complètement retiré, je vais dire. Je m'affiche plus du tout. Parce qu'en fait, il y a des principes où, quand tu marches dessus, là, je me rétracte rapidement. Quand il y a un truc à faire, il faut le faire le plus propre possible. Je ne jure que par ça et je trouve que c'est une chose qu'on devrait avoir. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me gêne que tu fais un travail et que tu as du mal à apprécier. Quand je fais, je dois pouvoir regarder ce que j'ai fait et apprécier. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire que je suis un perfectionniste qui va retarder peut-être les choses, mais quand tu dois faire, là, fais-le bien, quoi. Donc, c'est un truc que j'applique au quotidien. Donc, ça rejoint tous les points de comment je gère ma vie professionnelle. C'est quand il y a un truc à faire, là, tu le fais, et bien, tu te définis, tu sais ce que ça doit te coûter, et tu mets en place les ressources qu'il faut pouvoir l'atteindre. Je pense qu'actuellement, tu sais, bizarrement, quelqu'un m'a posé, mon DG, là où je travaille actuellement, le DG m'a posé la même question. Est-ce que tu as du temps pour toi? Actuellement, je pense que je n'ai pas du tout de temps pour moi. Sortir, m'amuser. C'est un truc qu'il y a longtemps, je l'ai vraiment fait. Vraiment sortir, m'amuser. Parce que, d'abord, là où je travaille, il y a beaucoup de pression. Honnêtement. Beaucoup de pression. Et c'est quand même normal. À ce poste-là, tu ne peux pas occuper ce genre de poste. Et en plus, avec tout ce que tu as à faire dans l'entreprise. Bon, moi, j'ai pas de week-end, quoi. Si actuellement on m'appelle pour une urgence, je suis prêt à me libérer rapidement et aller travailler là-dessus. Parce que oui, c'est ma responsabilité, tu vois. Donc, je n'ai pas de vie et c'est un truc que je déconseille, hein. Mais je pense qu'actuellement, c'est ce qui me permet d'atteindre mes objectifs, de pouvoir cumuler les deux à la fois et aller comme ça, quoi. Ok, merci. En tout cas, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'aimerais qu'on fasse un focus sur un aspect. Aujourd'hui, je parlais avec un ami. La plupart des développeurs, on a des idées parce que on a cette capacité-là à voir les choses. On a la possibilité de travailler dans tous les domaines possibles. On peut voir les projets un peu partout. La plupart des projets sont localhost sur notre machine. Quelle est cette capacité que toi tu as, ou bien quels sont les skills, ou bien comment un développeur doit pouvoir quitter cette étape de localhost en live, quoi. Parce que aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de développeurs ont des idées intéressantes, mais qui sont localhost et ils n'ont pas cette capacité de communiquer, de vendre, ou bien ils ont des idées, mais c'est là sur les machines, quoi. Mais ils n'ont pas cette capacité d'aller au-delà. Mais toi, déjà, tu es bien là-dedans, des produits qui sont, que tu commercialises sur le marché en tant que développeur. Quel conseil tu peux donner à ces personnes-là qui puissent aussi quitter cette étape de localhost pour le live? C'est une grande question. Bon, moi, j'ai une stratégie assez simple. Quand tu développes il y a beaucoup de développeurs qui développent des outils parce qu'ils veulent le faire techniquement et non pour le business. Là, c'est encore une autre question. Il faut que, tu vois, quand tu veux développer un outil, ne te mets pas dans ta chambre, dis, je veux développer telle chose, je veux le faire comme ça. Non, non, non. Le public ne t'a pas dit qu'il a besoin de ça. C'est toi qui as dit que tu veux faire ça. Si tu le fais, garde ça pour toi, quoi. C'est en base de données, mon go, il faut que ça soit ceci, voilà. Code structuré, machin. Voilà. Du coup, et il faut aussi l'apprendre. Bon, il y a une stratégie très simple que je trouve très intéressante. C'est le design thinking avec la méthodologie d'Optiamant. Il faut l'appliquer sur tous tes projets. Tu sais que tu as envie d'aller dans un domaine, tu as l'idée de projet, tu as juste l'idée, mais tu ne veux pas en fait définir toi-même comment ça va fonctionner. Trouve un marché, va faire l'étude de marché, discute avec 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas forcément avoir 100 personnes comme population avant de pouvoir démarrer. Non, tu prends juste 2 ou 3 personnes, tu définis, tu analyses un peu le besoin, tu pars vers le marché, tu interviews peut-être des gens et tu rassembles en fait des données qui te permettent de savoir quoi faire, quand, comment et comment ta solution doit fonctionner. Tu as aussi ta liste d'itérations où tu peux itérer sur d'autres solutions pour que voilà. Maintenant, après que tu aies défini ces bonnes bases-là, moi, il y a un truc sur lequel je travaille toujours. Et ça, c'est un truc que je vais partager peut-être. Il y a un truc qu'on appelle le business model. En disant business model,
Ça a l'air de dire, c'est encore un truc de paperasse compliqué. Mais c'est un truc très simple. C'est un tableau qui te permet d'identifier toi-même. Quand tu remplis là, tu te poses toi-même les questions. Qu'est-ce que tu vends? À qui tu le vends? Comment tu veux communiquer? Quelles sont les tâches de coût? Comment tu fais des bénéfices? Comment tu maintiens tes clients? Donc, c'est un canevas disponible sur Internet un peu partout. Tu prends, quand tu finis de faire ton étude de marché, tu remplis et tu réfléchis sur chaque point. Quand tu finis de faire ça, on peut dire que oui, tu sais en fait l'outil que tu veux créer, le problème que ça résout, l'innovation que tu veux apporter en faisant ça et combien tu veux vendre, quels sont tes bénéfices, quelles sont tes charges. Quand tu as au moins ce minimum-là, en tant que développeur, oui, tu peux maintenant coder. Code tout ce que tu as codé, finalise ta solution et après, il y a un point, tu vas avoir sur sponsor et même sur le second projet concernant la publicité, là, je ne suis pas seul. C'est vrai que c'est mon idée, je l'ai fait moi-même, mais moi, je n'ai jamais fait un truc seul. Par exemple, sur le premier projet, il y a quelqu'un qui est bien plus en avance sur moi. Et la question de mentorat revient encore. Hein. Qui est bien plus en avance sur moi. Il a fait plus d'expérience que moi. Il a fait plus de pays. Et donc, quand il est venu, je lui ai dit, j'ai envie qu'on bosse sur ce truc-là ensemble. Moi, mon objectif, c'est de déployer ma solution au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo. Si tu me rejoins là, je veux qu'on aille au Sénégal, je veux qu'on aille dans tel pays. Moi, ce que je peux apporter, c'est tout ce qui est technique. Côté technique, là, soit relâche, on fera en sorte que technique soit bon. Et au niveau business, je suis prêt à accompagner, à prendre toutes les décisions. Mais toi, ton rôle, là, c'est de me guider pour que la solution soit sur le marché. Je suis prêt à céder la part les résultats que cette solution va générer. Je suis prêt à céder tel pourcentage pour ça. On se met d'accord là-dessus et on démarre. Donc, sur le premier, je l'ai fait pareil. Sur le second, concernant la publicité. La publicité, ce que je t'ai dit concernant les ads, ça, c'est une petite partie. Je ne vais pas dire le reste parce que le reste sont des produits physiques qu'on va designer, déployer physiquement. Donc, pour ça, il faut de l'argent. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Et là, j'avais un grand frère. Est-ce que je vais dire un grand frère? C'est quelqu'un pour qui on avait travaillé sur un projet pour son entreprise. Il est en France, il vient en France, il a son entreprise en France, on a travaillé pour lui. Et il a aimé, en fait, notre collaboration, on est devenus très amis. Je lui ai parlé du projet, il a décidé de rejoindre. Mais là, il a un profil de quelqu'un qui va apporter tout ce qui est connaissance business et aussi de l'argent. Donc, ce que je recommande là, c'est quand tu connais ton produit, tu sais ce que tu veux faire, pour toi-même te poser la question de est-ce que je suis capable de vendre ce produit? Est-ce que je suis capable d'aller sur le marché avec ce produit? Est-ce que j'ai les ressources financières qu'il faut? Est-ce que j'ai les compétences qu'il faut? Si tu n'as pas ces compétences qu'il faut pour vendre là, va sur le marché trouver quelqu'un pour t'aider. Ce que tu as en échange, soit tu payes la personne, tu lui payes un salaire, et quelque part, c'est sûr que tu n'as pas ce salaire-là. Soit tu lui dis, gars, si ça marche, voilà ta part. Et si la personne est d'accord, vous partagez en fait la responsabilité de cette manière-là. Chacun a son rôle à jouer. Vous signez les contrats, tout le monde est d'accord et on se lance là-dessus. Donc ça, c'est une stratégie que moi, je conseillerais. Tu es développeur, tu n'es pas censé être communicant, tu n'es pas censé être vendeur, tu n'es pas censé être commercial. Tu définis en fait ce que tu peux faire et le reste là, tu recherches des profils qui peuvent t'aider. Et en échange, soit tu payes un salaire si tu as les moyens ou tu trouves un compromis pour pouvoir rémunérer l'autre. Ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que moi, ça fait pas des éléments qui me bloquent parce que je me dis que je n'ai pas forcément de salaire à payer et je n'ai pas forcément pensé à l'autre côté dont tu as parlé là, de autre chose. Alors, ça rejoint une autre question. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu travailles quelque part et tu as ton entreprise qui tourne ailleurs. Euh, Au début, souvent, comme je l'ai dit, il nous arrive d'avoir des projets. Mais on se rend compte, lorsqu'on essaie d'aller un peu beaucoup plus loin, on se rend compte que le projet, même si techniquement tu peux la développer et que tu as réussi quand même à avoir les informations qu'il faut, peut-être avec Claude, tout ça là, tu as réussi quand même à avoir une feuille de route, tu dois la développer. Ok, tu peux prendre base de données, tout ça en local quand même, tu arrives à développer. À un moment donné, il faut dépenser de l'argent pour prendre un serveur,
que les gens puissent tester tout ça. Cet argent, sûrement que tu vas le prendre de ton salaire, ok? Mais pour que le produit puisse fonctionner, à un moment donné, tu dois pouvoir peut-être avoir un dev à côté, un truc comme ça. Pendant cette phase-là, où tu sais que, par exemple, tu as ce genre d'ambition, tu ne gagnes peut-être pas assez d'argent, ok? Tu as un produit, comment tu penses qu'on peut faire pour pouvoir monter crescendo, pour pouvoir... je ne sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Je comprends. Parfois, il ne faut pas se mettre la pression aussi, hein. Tu vois, euh, bon, moi, en début d'année, il y a un truc que je fais. Je pars quelque part, je prends mon papier, je prends un stylo, je liste tout ce que j'ai envie de faire durant l'année, qui sont en relation avec ce que j'ai vraiment envie de faire, les projets que j'ai en cours, tout ça. Je définis comment les faire, quels sont mes moyens actuels, quels sont les moyens que je peux mobiliser et comment je peux utiliser ces moyens-là pour atteindre mes objectifs. Point. Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? Tu vois, sponsor-là, ce qui est en lien actuellement, quand je vois ça, ça m'énerve. Parce que c'est à un niveau, c'est vraiment bêta, vraiment bas, quoi. Genre, c'est pas le niveau où moi je veux que le produit soit. Mais avec les moyens que j'ai actuellement, c'est ce que je peux mettre sur le marché. Le serveur, bon, pour ça, je l'ai payé moi-même. Et le serveur actuellement, honnêtement, ça coûte beaucoup moins cher, hein. Quand tu pars sur les trucs comme Contabo et autres, Comptable, mais tu oui. trouves des VPS assez moins chers. Après, tout dépendra de tes compétences à toi-même. Parce que moi, pour sponsor, par exemple, je travaille sur le front, le back, tout ce qui est DevOps, tout ce qui est sur sponsor, bon, j'ai plus de 2 serveurs sur lesquels ça tourne. Parce que je ne pars jamais en production avec un seul serveur. Donc, j'ai au plus de 2. Donc, comment faire tout ce qui est sécurité, c'est moi-même, je les ai fait. Donc, après, si tu as la compétence de faire tout, tu le fais. Sinon, tu trouves quelqu'un pour te le faire. Donc, je trouve le moyen d'utiliser mes moyens actuels pour faire tourner le projet. Tu n'as pas besoin de développer tous les 1000 fonctionnalités que tu veux sur ton projet avant de les lancer. Et je vais vous dire, c'est un hack. C'est un hack que les Américains, que j'ai compris chez certains businessmen en Amérique, là. Qu'est-ce que les gars font? Le gars, il lance son produit aujourd'hui. Il dit que le prix, là, c'est $100 avec une seule fonctionnalité. Et c'est ça, il va vendre. Il met les gars sur le coup, c'est un meilleur produit. En plus, là-bas, là, ils font un truc un peu seulement, ils disent que c'est un grand truc, c'est complexe. Et il vend. Il peut vendre à 1, 2 personnes avec $100. Demain, il vient ajouter une fonctionnalité. La fonctionnalité qu'il vient d'ajouter est censée augmenter le prix du produit, normalement. Mais tu te rends compte qu'il baisse le coût. C'était à $100. Il a rajouté de fonctionnalités, il a amélioré le produit, il a baissé à 80, à $90. Demain, il vient ajouter encore de produits, il le baisse à $85. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre en fait le niveau où il a le produit complet qu'il veut, mais à un prix assez accessible. Et c'est une stratégie. Si tu pars déjà sur un marché et que tu vends ton produit très cher avec très peu de fonctionnalités, et demain, tu viens ajouter des fonctionnalités, le produit est encore moins cher, mais c'est évident que tu auras plus de clients si au premier abord tu as bien communiqué, tu as eu des clients, tu as bien parlé de ton produit et que le tout s'améliore, le coût baisse, mais les gens viendront. Ça, je pense que c'est une stratégie qu'ils adoptent. Et je pense on peut les copier. Quand on n'est pas intelligent, il faut au moins copier les gens, quoi. Donc, c'est pareil. Il faut prendre les choses pas à pas. Pas besoin de développer les fonctionnalités que tu as. Prends le plus accessible, ce que tu peux faire maintenant. Déploie-le, c'est ton MVP. Teste ton marché. Si ça te donne la possibilité de gagner quelques billets, gagne-les. Réinvestis-les dans ton business. Ajoute une seconde fonctionnalité étape par étape. Comme on le dit, Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Faut aller étape par étape, étape par étape. Donc, c'est ce que moi je conseillerais. Et je pense que pas besoin pour lancer un produit aujourd'hui, c'est combien? Si on doit tout chiffrer, si tu es développeur, bien sûr, et que c'est pas que tu vas recruter quelqu'un qui viendra te développer ton outil, bon, écoute, si tu prends au plus $100, ça fait 65 000, non? 65 000 ou 55 000, tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir tester ton premier marché avec un très peu d'utilisateurs, au moins 100, même 1000, avec ce budget-là. Donc, je pense que c'est une question de mentalité MVP. Après, on ajoute et tu t'entoures des bonnes personnes aussi pour aller à l'échelle.
Ok, merci beaucoup. Alors, on va finir par une dernière question. Je voulais la garder pour la fin. Quand j'étais connu, au fait, tu mettais souvent en profil Elon Musk. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta relation avec lui. Ah, je le connais pas, il ne me connaît même pas. Bon, quand il parle de ta relation avec lui, mais euh, qu'est-ce que, en fait, En qu'est-ce qui fait, t'inspire chez lui? oui. En fait, je suis obnubilé par les gens qui ont des capacités un peu, qu'on peut qualifier de surnaturelles ou, mais écoute, Tu aimes c'est les sorciers? extra. Tu aimes les Ouais. sorciers? Et dans notre environnement, il y en a plein. Au Bénin, écoute, il y a des gars. Moi, je reste dans l'ombre, je les observe. Ils sont super intéressants. Ils font des choses extra. Bon, peut-être eux-mêmes, ils ne le savent pas. Et je ne dis pas forcément de grands groupes, hein, de grandes personnes, de personnes. Même entre nous, développeurs, moi, je connais des gars qui sont encore accessibles. Hein. C'est pas des milliardaires, des millionnaires ou non, des étudiants ou des gens qui viennent de démarrer, mais qui font des choses super intéressantes pour leur âge. Et quand je prends quelqu'un comme Elon, écoute, quelqu'un qui gère énormément de... Voilà, tu viens de me poser la question comment je gère ma vie professionnelle et mes projets. Moi, je me demande comment lui gère SpaceX, Starlink, Tesla, et il y a encore quoi? Il y a trop de projets, quoi. Le gars a trop de projets qui cartonnent au même moment, qui sont au même niveau. Genre, vraiment, niveau où on ne, genre, il n'y a pas même une entreprise béninoise qui est encore à ce niveau. Mais il arrive à tout gérer à la fois, produire du résultat. Et en plus, c'est une personnalité vraiment atypique. Elon Musk, bon, ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa force de travail. Quand je regarde des gens comme ça, moi, je me dis, écoute, gars, tu ne travailles même pas encore. Faut que tu travailles encore plus. Le gars, il travaille chez lui, en fait, des documents sur lui. Il avait publié une biographie, euh, un livre sur Elon Musk. J'ai acheté le livre que j'ai lu jusqu'à la fin. Et j'ai vu, en fait, comment il a démarré. Et c'est là encore le sujet revient. Il n'a pas démarré avec SpaceX, tout ça créé au même moment. Il a commencé, il est même parti de rien, mais il a gravi les échelons jusqu'à atteindre ce niveau-là. Et quand tu prends son parcours, tu apprends énormément de choses. Et moi, ce sont des choses qui m'intéressent. Quand quelqu'un fait des choses extraordinaires à côté de moi, je me rapproche de lui et je comprends, je me demande comment il fait. Et je comprends. J'attire des leçons. Et jusqu'à présent, c'est quelqu'un que je suis sur Internet. Bon, comme j'ai pas la possibilité de le toucher, d'aller le voir, de discuter avec lui, au moins je vois ses contenus, je vois comment il agit. J'analyse quelles sont les différentes actions qu'il mène, SpaceX, quelles sont les décisions qu'ils ont prises. Récemment, il avait un procès avec OpenAI où on revendiquait que OpenAI devait être une structure à but non lucratif. C'est ce qu'il a créé, mais qu'on l'a changé, tu vois. Donc, je suis en fait tout ce qu'il fait. Je vois en fait, en fait quel est le hack que ces gens-là utilisent pour pouvoir être aussi performants dans ce qu'ils font. Donc, c'est ce qui me fascine chez lui et pas uniquement. Hein. Il y a plein d'autres, même au Bénin ici, que je trouve vraiment intéressant. Mon actuel patron, je vais dire, au boulot. Écoute, ce sont des gens qui sont très discrets dans le pays, mais tout ce qu'ils font, quand je regarde, je dis, c'est impressionnant. Et moi, j'apprends beaucoup des gens. Et pour, pour te donner une idée de à quel point, tu sais, sur tout ce sur quoi j'ai travaillé, entreprise par ici, projet par ici, projet personnel avec des gens. Je ne cherche jamais à être la tête, genre, c'est moi le patron. Non, jamais. Je n'ai jamais pris un projet. Il y a des projets que j'ai développés, il y a des projets que je t'ai pas compté, hein. Comme mouvement, par exemple, mouvement où je l'ai lancé. Et ça, là, c'est la preuve. Je te montre clairement que je l'ai fait avec quelqu'un. Et je pense que tu dois connaître la personne. Ouais. Mais à un moment donné, je me suis retiré parce que le projet ne voulait pas comme moi je voulais. Bon, il y avait aussi eu d'autres challenges. Mais je n'ai jamais voulu prendre la tête, dire que c'est moi. Et je ne veux pas aller dans les détails parce que on sait comment le mouvement a été créé, comment tout ça a été fait.
La personne légitime, bon, c'est peut-être moi, je sais pas. Mais c'est un truc que je n'aime pas faire, être toujours à la tête, vouloir être toujours à la tête. Moi, je suis là pour produire du résultat. Il faut que quand on fait un truc ensemble là, que ça donne un résultat, que tout le monde voit, que tout le monde apprécie, qu'il y ait des chances, point. Et je pense que ça vient certainement de mon éducation. Être toujours à la tête, vouloir tout faire, c'est pas un truc qui te permet d'apprendre. Quand tu es un peu en arrière et tu travailles vraiment pour pousser la chose, tu t'évites certains problèmes et tu travailles, quoi. Donc, quand je prends mon patron au boulot, quand je prends ces genres de personnes-là, je vois qu'il y a des patterns qui se répètent et moi, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup des gens. Même avec toi, avec Report Skills, tu ne sais pas, mais tu as fait certaines choses, j'ai regardé, j'ai dit, OK, le gars, il fait du bon là, il fait du bon ici, tu vois. J'apprends de tout le monde et je pense que la personne humaine est une grande richesse et je n'aime pas rabaisser quelqu'un. Je suis là toujours pour apprendre. S'il y a moyen que je reste avec toi pour apprendre quelque chose, là, je suis prêt. Je vais apprendre. J'espère vraiment que toutes ces connaissances-là, un jour, me permettront de lancer peut-être un produit où demain, quelqu'un reviendra regarder ce podcast-là et dit, ah, il avait fait un podcast avec Jacob, puis il était là, désiré voir. Bon, j'espère vraiment. Parce que oui, je pense que je me mets énormément la pression pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et puisse Dieu de m'accompagner à pouvoir l'atteindre. Amen, c'est ce que je te souhaite. Le but de ce podcast, c'est de ne pas aussi. Tu vois, la plupart des podcasts, c'est des gens qui ont des millions, qui ont réussi, qui sont connus internationalement, souvent. Moi, ce que je vais montrer à travers Buildform Africa, c'est des personnes comme toi qui construisent des choses, voilà, qui ne sont peut-être pas connues, visibles, mais qui construisent des choses pour l'Afrique, qui font des choses pour impacter tout ça là, pour que des jeunes aussi puissent s'en inspirer, des personnes comme moi, ou d'autres personnes puissent s'en inspirer pour dire que, ben voilà, je suis à un niveau X aujourd'hui, ben il y a des personnes quand même qui ont le même âge, bien, qui sont dans la même promotion que moi, qui sont à tel niveau, pas pour forcément se comparer toxiquement, mais pour dire que s'il a pu le faire, je peux aussi le faire, je peux aussi me mettre en question, je peux aussi avancer, je peux aussi aller de l'avant, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Alors, un mot de fin pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent ici, donc un mot de fin. On va s'en arrêter là. Mot de fin. Bon, je dirais, vous savez, il y a un point. On est jeune, on fait beaucoup de choses en tant que jeune, mais n'oubliez pas en fait de prendre plaisir dans tout ce que vous faites. Je vois que nous sommes dans une société où il y a trop de pression. Si tu dois regarder la pression pour avancer, tu vas te mettre énormément de pression. Je suis pas sûr que tu puisses survivre. Là, ça c'est un principe qui est naturel chez moi. La jalousie, là, je le fais jamais. Et je pense que je vais pas le faire. Être jaloux de l'autre, un projet qui marche pour ton ami ou pour quelqu'un sur la toile, tu regardes, tu es jaloux de ça. Écoute, il a certainement eu des chances que toi, tu n'as pas eu. Il a certainement fait des trucs que toi, tu n'as pas fait. Et c'est ce qui lui permet d'avoir ces résultats-là. Mais il faut avoir un cœur sans partage et pouvoir tirer profit des leçons de l'autre et avancer. Ne pas se mettre la pression de je dois avoir une voiture, je dois voyager, je dois aller en France, étudier en France, je dois faire ci, je dois faire ça. Non. Faut prendre le temps de prendre plaisir dans sa vie, de savoir ce qu'on veut et d'aller. Et ce qui cause surtout ça, c'est quand tu ne sais pas ce que tu fais en fait. Quand tu ne sais pas là où tu vas, quand tu n'as pas défini ta mission, allez prendre le temps de définir c'est quoi sa mission, c'est quoi ma vision, j'ai envie de faire quoi, où est-ce que je me vois dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Pouvoir tout définir, dire, OK, moi je suis dans cette ligne-là. Tu te connais, tu te fiches là. Donc, les petites distractions qui vont faire que tu dois être éparpillé, tu les évites parce que tu connais ta ligne de conduite. Et moi, là, si je dois donner un main de fond définitif, c'est le meilleur conseil là, c'est de ne pas suivre de conseils et de rester focus sur soi. Quand tu sais ce que tu dois faire, ta mission, ta vision, tu sais ce que tu veux pour toi, tu connais tes convictions, tu te connais assez. Et comme le disait l'autre, connais-toi toi-même, tu te maîtrises. Ah, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas suivre de conseils. Tu peux avoir un mentor, bien sûr. Le mentor t'accompagne pour que tu puisses mieux t'améliorer. Ça, je suis d'accord. Mais suivre conseil que tu vois sur Internet, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, moi, je ne sais pas, hein, mais ça n'aide pas toujours. Il faut rester aligné sur ses valeurs, aligné sur ses convictions.
D'ailleurs, tous ces gens-là qui viennent donner des conseils, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont restés focus sur leurs convictions, ils ont tiré du Ouais. profit, ça a étonné le monde et ils viennent aujourd'hui donner des conseils. Donc, toi aussi, tu peux faire pareil que de suivre des conseils. Donc, mot de fin, éviter les pressions, la pression sociale, rester beaucoup plus focus sur soi, savoir ce qu'on veut, définir sa mission, vision, c'est vraiment important, se connaître. Et après, le seul conseil que tu dois suivre, c'est de ne pas suivre de conseils. Ok, merci beaucoup Aziz pour ce temps d'échange. J'ai pris plaisir à t'écouter. Je ne savais pas que tu étais si dense que ça. Je savais que tu Ah, étais dense, mais je ne savais pas que tu étais si dense que ça. Moi-même, je te découvre à travers ce podcast. Et tu as remarqué qu'on est là en freestyle. On avait préparé quelque chose, mais finalement, on ne l'a pas suivi. On est là en freestyle parce que je voulais vraiment. J'étais moi-même étonné, surpris par ton expérience. Donc, je suis vraiment allé en freestyle. J'espère que vous allez aimer ce podcast et tout. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis, à des personnes qui sont étudiants, surtout les étudiants qui sont étudiants, qui débutent leur carrière, même qui sont même des développeurs avec quelques années d'expérience. Ça peut toujours les aider à passer le cap et à se lancer si tel est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut effectivement marcher pour eux. Donc, comme tu l'as dit, un on peut petit- toujours être développeur et avoir un à côté aussi, à côté. Donc voilà. j'ai un petit truc à te dire, personnellement. Tu sais, bon, je pense que je suis assez discret, mais je vois beaucoup de trucs que tu fais sur Internet, enfin, après Apple Skills, les podcasts, tout ça. Et moi, je voudrais vraiment t'encourager pour ce que tu fais. Parce que, écoute, je sais que c'est compliqué de le faire. C'est vrai que les gens verront qu'on a fait une séance, peut-être en ligne, tu as partagé un lien Zoom, non, mais il y a tout un travail qui est fait derrière. Ça, je sais exactement la pression que ça met, tu vois, de pouvoir les faire et de les tenir. Et donc, je voudrais vraiment t'encourager avec Apple Skills. Continue. Bon, les résultats, souvent, au départ, c'est pas évident, mais quelques années plus tard, on met toute la base et voilà, on a des résultats. Donc, des gens comme toi qui font des choses, ce sont ces gens d'initiatives qu'on a vraiment besoin pour aider. Et tu vois, comme tu le disais, tu veux prendre des gens qui ne sont pas peut-être trop connus, accessibles, pour montrer en fait aux autres que c'est pas parce que tu n'as pas ci que tu ne dois pas faire. Mais que à côté de toi, quelqu'un le fait déjà, quoi. Et ça, c'est une mission qui est totalement à part et c'est ta spécialité. Moi, c'est un truc que j'apprécie. Je voudrais vraiment t'encourager. Merci beaucoup et merci beaucoup. Dieu te garde. Merci. Merci à toi aussi. OK, à plus. À plus.